Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. Alors bonsoir à tous, nous sommes donc jeudi 10 avril, il est 21h02 et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 51e. Ce soir, on va parler d'un sujet qui brûle, mais on va traiter en fait avec une certaine froideur, pas dans l'émotion, mais avec de la hauteur. Parce qu'on va décrypter ce soir, c'est pas du tout le conflit politique ou géopolitique ou religieux du Proche-Orient. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est ce que le numérique fait de la guerre et ce que la guerre nous dit aussi de notre époque. Un petit feedback. Depuis un siècle, la guerre a changé de visage. Elle s'est d'abord déplacée des tranchées aux jungles et puis des tanks aux guérillas. Puis elle a commencé à se fragmenter, à devenir asymétrique, insaisissable. Donc le front s'est dilué, le temps s'est étiré et les belligérants ne sont plus toujours des États avec uniforme et drapeau. Parfois, ce sont des groupes, parfois, ce sont des individus, et parfois, ce sont des algorithmes. Le champ de bataille a aussi changé, ce n'est plus seulement un territoire à conquérir, c'est un esprit à saturer, une perception à manipuler. Aujourd'hui, on parle de guerre hybride, une guerre où s'entremêlent les missiles et les mèmes, les frappes et les fakes, voire les deepfakes. Une guerre qui ne commence pas par une déclaration officielle, mais parfois par un post anonyme, une vidéo trafiquée, ou une simple mise à jour, des fois, en fait, de l'application. Alors, pourquoi parler, en fait, particulièrement du théâtre Israël-Palestine, théâtre au sens de guérilla, ce soir. Donc, c'est pas pour commenter l'actualité en boucle, mais parce que ce conflit est un laboratoire inédit, où les drones sont utilisés, ou également des techniques, mais que vous avez déjà entendues. Et oui, bien sûr, par exemple, les drones en Ukraine, vous en avez certainement entendu parler. On a vu aussi très récemment dans le Sahel aussi des tensions récentes entre l'Algérie et le Mali. Mais là, ce qu'on observe particulièrement, c'est un niveau de sophistication numérique sans équivalent. Des drones autonomes, l'IA de ciblage, reconnaissance faciale à grande échelle, de la guerre psychologique aussi sur l'ensemble en fait des médias sociaux et des messageries. Et tout cela en temps réel. Alors, on va donc pas trancher ce soir sur qui a tort ou qui a raison. On parle pas d'idéologie. Ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre comment le numérique transforme la guerre, comment il redéfinit les moyens, les cibles et même les récits. Et pour cela, en fait, j'ai deux invités qui, chacun à leur façon, connaissent bien les mécaniques de l'affrontement. L'un vient du terrain, l'autre des systèmes, et ensemble, on va croiser les regards, sans dogme, sans cliché. Et puis, pour m'aider ce soir, dans la modération, avec la plus grande exigence, Dan Touch, qui va m'accompagner pour assurer que cet espace soit un espace de parole, fluide, respectueux et lucide. Donc, vous êtes bien sur Fadi Live et on va démarrer de suite, ne serait-ce que déjà, pour que je puisse vous présenter les invités qui ont accepté de venir ce soir dialoguer avec nous. Et j'ai l'honneur donc et le plaisir d'accueillir Guillaume Ancel. Guillaume Ancel, bonsoir. Bonsoir Fadila, bonsoir tout le monde. Guillaume Ancel est ancien officier, chroniqueur de guerre, stratège de terrain, et il est aussi auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, Petite leçon sur la guerre, que je vous ai épinglé là-haut. C'est un essai sur la manière de défendre la paix sans naïveté, comment on pense la guerre sans se soumettre en fait à la guerre. Donc, et ce soir, il va d'ailleurs permettre de pouvoir comprendre en fait les mutations des moyens de guerre sur le terrain et la façon dont les stratégies d'engagement sont bouleversées, notamment aussi par le numérique.
Et nous sommes également en compagnie de Julien Mardas. Bonsoir Julien. Bonsoir Fadila, bonsoir à tous, bonsoir Guillaume. Et Julien, il est expert IA, cybersécurité, fondateur de Buster IA, qui est une plateforme en ligne pour suivre et contrer aussi des menaces qui sont générées par l'IA, qui protègent des entreprises, notamment dans leur e-réputation. Et ce soir, il va nous aider en fait aussi à décrypter la guerre un peu cognitive, les systèmes automatisés, la propagande, on va dire, dite algorithmique. Et mon co-host, dont je vous ai parlé très brièvement tout à l'heure. Bonsoir Don't Touch. Bonsoir. Il est bien là. Et qui va assurer avec moi la vigilance, la modération et voilà, les relations, on va dire, dites intelligentes. Et voilà, il a donc 100% de pouvoir sur la modération. Et je l'en remercie. Merci à tous celles et ceux qui nous ont rejoints. Et je vais commencer. Comme par mon habitude, est-ce que déjà vous m'entendez bien? Parce que là, j'ai un peu d'écho. Ok, c'est super. Parfait pour moi. Très bien. Ma petite question, pied dans le plat, ceux qui ont l'habitude de suivre ce space le savent que j'aime bien commencer de cette manière. Messieurs, et je vais demander à Guillaume Ancel de bien vouloir commencer, est-ce qu'on peut encore parler de guerre quand le champ de bataille est invisible et que l'objectif n'est plus de conquérir forcément un territoire, mais finalement de saturer aussi les perceptions? Oui, c'est vrai que le sujet du conflit en Palestine, et en particulier d'ailleurs sur Gaza, et je dirais, je l'étendrai à la Cisjordanie, est assez compliqué parce que est-ce que c'est vraiment une guerre quand on n'a pas d'opposition militaire? Aujourd'hui, je le dis un peu par provocation, parce que le Hamas continue à avoir quelques milices, mais c'est tout sauf une armée. D'ailleurs, on a douté au début, en tout cas moi, qu'il n'y ait réellement jamais eu une armée du Hamas. Il y a une armée dans le Hezbollah au Liban, mais le Hamas a toujours été un ramassis de miliciens. Donc, quand aujourd'hui on voit, en particulier dans les mots qui sont utilisés, le côté on fait la guerre contre le Hamas, on va détruire militairement le Hamas, mais en fait, le Hamas est une organisation terroriste qui n'a jamais eu d'armée en propre, donc l'attaquer ne correspond à rien. Et par contre, ce qu'on observe sur le terrain, à Gaza en particulier, c'est plutôt une dévastation du territoire, plus qu'à une guerre. Alors, est-ce qu'on peut appeler guerre le fait d'aller tout bombarder régulièrement et d'essayer systématiquement de dévaster tout ce qui tient debout, tout ce qui forme les infrastructures qui permettent de vivre collectivement? J'avoue que ça me pose question. Julien? Alors moi, je vais aller sur le terrain cyber et sur le terrain de la guerre qu'on ne voit pas, comme tous ceux qu'on ne voit pas. On peut difficilement parler de guerre quand effectivement je rejoins complètement Guillaume sur le fait qu'il n'y a qu'une armée d'un côté. Il y a une armée qui détient des armes hyper sophistiquées. Sur le terrain cyber, on a déjà vu à l'œuvre l'armée israélienne très fortement soutenue par les États-Unis, pouvoir déployer des logiciels comme Pegasus, Stuxnet, Flamme, je vais revenir dessus plus tard. Mais on ne peut pas vraiment parler de guerre sans parler de guerre hybride, à mon avis, puisque le terrain cyber était le terrain quasi principal de cette guerre qui a été préparée depuis très très longtemps. Il suffit de voir, sans encore rentrer trop dans les détails, l'attaque sur les pagers du Hezbollah, qui est une attaque par supply chain qui avait été préparée 6 années en avance. Donc, ces guerres qu'on ne voit pas, ces armes qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas non plus, ces armes numériques sont aujourd'hui vraiment, à mon sens, le point principal de la nouvelle guerre ou des nouvelles donnes dans la guerre. Il y a aussi un volet intéressant à regarder, c'est la partie informationnelle, donc ce qu'on appelle l'InfOps ou la PsyOps, les Information Operations, les Psychological Operations, qui sont au centre de la guerre ou tout du moins du conflit. Ce qu'on appelle aussi des Software Defined Conflicts, des conflits définis par logiciel, qui aujourd'hui nous font entrer dans une dimension complètement nouvelle de quasi-guerre de guerre froide numérique. J'ai du mal à trouver le bon terme, peut-être que Guillaume en a un autre, mais je dirais de guerre froide numérique permanente qui ne s'arrête plus en fait. Je n'ai pas posé la question totalement au hasard parce qu'il y a quasiment un signifiant et un signifié dans le mot guerre déjà à la base. Et la petite étudiante que j'étais en stratégie militaire, donc il y a fort longtemps, on utilisait en fait à cette époque, notamment sur le Proche-Orient, davantage le terme de conflit que le terme de guerre,
pour autant, aujourd'hui, lorsqu'on commence à parler justement de la notion hybride, c'est-à-dire des nouvelles formes, on va dire, dites de guerre avec le numérique, on utilise le terme de guerre hybride. Et d'ailleurs, c'est la doctrine de Gerasimov, je crois, qui ne l'avait pas identifié mot pour mot ainsi, mais qui disait que c'était une forme moderne, on va dire, notamment qui implique en fait l'information, la psychologie, et c'est ça qui permettait en fait aujourd'hui, je dirais à la limite que l'information et la psychologie presque remplaçaient en partie les missiles. Et que donc quand on parle justement de cette dimension numérique finalement de la guerre, on utilise le terme de guerre comme on utilise aussi le terme de guerre cognitive, qui est à l'intérieur également ou de cyberguerre. Et donc, c'est là où le terme, en fait, guerre, finalement, est utilisé. Je ne sais pas si, à ce que je viens de vous dire, vous vouliez réagir par rapport à cet élément. C'est tout à fait, c'est dans la doctrine militaire. Hein. La guerre hybride fait partie de la doctrine. En tout cas, de la doctrine de l'armée de terre française. Ok. Le sujet, quand même, il est ambigu. Je trouve qu'il crée beaucoup de confusion. On se souvient au début de la crise du Covid, quand le président Emmanuel Macron déclare aux Français un peu consternés « Nous sommes en guerre ». Et à cette époque, c'est la reine d'Angleterre qui lui avait répondu « Jeune homme, on voit que vous n'avez jamais connu la guerre parce que ça n'est pas ça une guerre. Là, nous sommes en difficulté, nous affrontons une crise sanitaire. » Mais pour elle, très clairement, ça n'était pas la guerre, mais elle a des références du XXe siècle, et en particulier de la Deuxième Guerre mondiale qu'elle a connue. Là, ce qui est particulier, c'est que depuis 3 décennies, en tout cas en Europe, on a cru qu'on était exempté de guerre, et du coup, on a beaucoup utilisé le mot guerre pour toutes sortes d'affrontements, y compris d'ailleurs, on le voit bien dans notre vocabulaire aujourd'hui, la guerre des tarifs douaniers, la guerre commerciale, la guerre sur Internet. Mais en fait, est-ce que ce sont vraiment des guerres? Je ne sais plus répondre à cette question. Pour moi, une guerre, c'est le fait d'imposer par la force à d'autres au prix de destruction et de pertes importantes. Du coup, ce qu'on décrit Julien et Fadila, l'affrontement cyber, la guerre hybride, ce sont d'abord des affrontements qui cherchent à soumettre l'autre et qui vont utiliser toutes sortes de moyens. Mais s'ils n'utilisaient que ces moyens-là, par exemple que de la cyber, je ne pense pas qu'ils arriveraient à leur fin et qu'ils pourraient soumettre une société. Donc, le mot guerre a beaucoup évolué, et j'avoue qu'aujourd'hui, il est troublant dans son acceptation multiple. On se demande en fait un peu ce qu'on met aujourd'hui derrière la guerre. C'est ça où c'est intéressant. Moi, j'ai aussi l'impression aussi, je vais peut-être laisser réagir Julien juste un petit instant, mais que c'est aussi parce que la notion de temporalité aussi a ajouté en fait du flou, et la notion aussi de belligérant. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois les formes, le fait qu'il n'y ait pas toujours en fait une déclaration de manière générale, qu'il y a un temps continu, voire discontinu en fait des affrontements, tout ça en fait ajoute en fait du flou. Je te laisse, je crois, réagir, Julien. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, oui. Alors, est-ce qu'on peut soumettre un ennemi uniquement par le numérique? La question, elle est posée en tout cas, mais en quelque sorte, moi je dirais aujourd'hui, malheureusement, oui. On a vu des cas où typiquement attaquer des infrastructures qui vont faire transiter en fait les flux financiers d'un pays pour en causer sa ruine, bah, ça a été efficace. Attaquer par exemple les infrastructures vitales d'un pays, notamment ses hôpitaux, ses systèmes de maintien de vie et ces systèmes d'approvisionnement, bah, ça a causé des morts. Et je vais prendre l'exemple surtout de Stuxnet, hein, qui est un vers qui est évidemment développé aujourd'hui par Israël, qui visait à faire littéralement exploser les centrales nucléaires iraniennes qui ont saboté les systèmes de contrôle SCADA, donc les centrifugeuses nucléaires, ce qui permet en fait d'enrichir finalement le combustible nucléaire dans le but de les faire exploser. Donc, on a pour moi franchi la limite depuis un certain temps de l'arme numérique qui est devenue une arme de destruction massive. C'est une certitude. Alors, est-ce qu'on peut faire uniquement avec l'arme numérique?
Oui et non, mais il faut obligatoirement les moyens d'un État. Et quand on dit un État, c'est un État qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'infrastructures. Les dimensions temporelles et spatiales sont très importantes. Ça peut être des attaques qui durent 6 ans, ou des attaques qui durent, qui prennent un espace qui dépasse les frontières. Hein. Les outils comme Flame, par exemple, ou Pegasus ont été bien au-delà des frontières israéliennes, par exemple. Je sais qu'il y a des mains levées, c'est Dom Touch qui va gérer cette modération. Je vous demanderai juste de patienter encore. On vient de parler justement de cette notion de guerre et puis aussi un peu de guerre hybride. Je pense qu'on rentrera davantage un petit peu sur ce point-là un peu plus tard. La question aussi, parce qu'elle m'a été aussi posée, pourquoi je parlais du théâtre Israël-Palestine, ben c'est aussi déjà parce qu'on a déjà traité l'Ukraine dans un autre space et notamment avec l'affaire de Starlink. Mais là aussi, c'est parce que Israël, qui a souvent été considéré comme une Silicon Valley, en fait, un petit moment de ça dans le monde du secteur du numérique, a énormément développé aussi de technologies qui intéressent aussi d'autres pays dans le domaine militaire, parce qu'Israël a réussi en fait à faire alors quand je dis réussi, quand on parle de guerre, ça peut toujours paraître, ça peut toujours troubler, mais là je suis dans une analyse assez froide, mais a réussi à faire une fusion, ce qu'on appelle armée-industrie, un peu innovation, et donc, et notamment en mettant le numérique comme un rôle central dans la doctrine, on va dire un petit peu sécuritaire également du pays, pour sécuriser en fait le pays. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez étudié? Je sais que Guillaume Ancel, dans le livre, tu parles davantage en fait de l'Ukraine, mais est-ce que concernant, on va dire, les spécificités, je dirais, technologiques de l'armée israélienne, comment en fait je dirais, dans le militaire, elle a pu intégrer justement le numérique comme un rôle central? Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié ou pas? Oui, j'ai regardé avec attention, même si c'est un cas très spécifique. Alors, il faut faire attention aux illusions d'optique, parce que la guerre, qui, comme tu le rappelais tout à l'heure, est un théâtre, c'est aussi un théâtre d'opération, mais c'est aussi un théâtre des illusions. Et par exemple, moi, j'observe souvent que l'armée israélienne est d'abord une petite armée. On se rappelle que l'État d'Israël, c'est un État de 10 millions d'habitants qui est entouré de nations qui ont toujours été hostiles. Et donc, il a fallu qu'ils compensent leur infériorité numérique en créant un gap, en créant une véritable supériorité dans des domaines où ils n'étaient pas attendus. C'est clair qu'ils n'allaient pas aligner plus d'hommes et plus de chars que l'Égypte ou que la Syrie. Mais du coup, on voit très bien qu'il y a eu cette recherche effrénée de trouver des véritables plus-values, quelque part de dominer l'espace de guerre grâce à des technologies ou à des développements qui n'étaient pas le cas des armées très conventionnelles qui étaient en face d'elles. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que si l'armée israélienne est aussi agressive et quelque part puissante dans ses attaques, c'est parce qu'elle est intégralement soutenue par les États-Unis. Si elle n'avait pas ce soutien très fort des États-Unis, je pense qu'Israël seul ne tiendrait pas le choc. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on a beaucoup reproché aux Américains. Alors là, on est arrivé à son paroxysme avec la nouvelle offensive de Netanyahou contre Gaza, qui a clairement le blanc-seing. C'est vraiment une validation totale par Donald Trump, qui reprend d'ailleurs le wording de Benjamin Netanyahou, là où Joe Biden, son prédécesseur, n'avait pas empêché Netanyahou de faire la guerre, mais dont on voyait bien qu'il était très réticent à soutenir ses actions militaires. Donc, il faut faire attention quand on parle d'Israël, parce que d'un côté, on a une toute petite nation, avec un côté, hyperactif dans le domaine technologique, parce qu'ils doivent compenser cette infériorité numérique. Mais si on regarde un peu sous le capot ou sous la table, on a en réalité une petite nation qui est soutenue par la nation la plus puissante du monde, y compris d'un point de vue technologique et surtout d'un point de vue financier. Et par exemple, la société israélienne aujourd'hui serait totalement ruinée et incapable de contribuer à l'effort de sa guerre contre Gaza notamment, si elle n'avait pas un financement américain qui lui permette de vivre dans un état tout à fait anormal de surmobilisation. Donc il y a en même temps une ultra-performance technologique et en même temps le soutien d'un géant technologique. Si tu veux compléter. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai.
Si je reprends les propos d'un journaliste, Michel Collomb, qualifie carrément Israël de la police du Moyen-Orient, la police des États-Unis au Moyen-Orient. Je crois que la dépense budgétaire américaine en termes de défense, déjà le budget militaire américain de défense est égal à la somme des 28 budgets des pays qui la suivent dans le classement, ce qui est absolument astronomique. C'est un budget de défense d'ailleurs. La plus grosse quote-part de ce budget va à Israël. Et je me souviens avoir vu cette statistique que chaque habitant israélien coûte par jour $1 000 aux États-Unis, ce qui est une somme complètement astronomique. Donc, on a une armée, en quelque sorte, qui, aujourd'hui, c'est un fait, ne respecte absolument pas le droit international et qui est équipée des armes les plus sophistiquées du monde par les États-Unis, en violation notamment de pas mal de droits. Donc, c'est effectivement assez compliqué de parler de puissance d'Israël, puisque Israël est une armée recomposée en quelque sorte qui a pour but, finalement, dans cette guerre, on a vu, beaucoup d'analystes l'ont rapporté, le canal Ben Gourion, le Grand Israël et Gaza Marine, qui est une réserve d'hydrocarbures assez importante dans la zone. Oui, l'armée est technologiquement très très puissante et très bien équipée, notamment les THAAD, l'Iron Dome, ce qu'on appelle l'Iron Dome, qui a quand même été disabled 2 fois par les attaques syriennes, iraniennes, irakiennes, libanaises du Hezbollah et du Hamas. Mais on est bel et bien dans une situation où l'armée est en infériorité numérique autour de tous ces belligérants, n'est pas forcément une armée de personnes surentraînées, parce que pendant un moment, Netanyahou avait beaucoup de mal à recruter, il l'a toujours d'ailleurs, mais qui est une armée en tout cas qui dispose d'armes extrêmement avancées, voire même interdites dans beaucoup de cas, notamment la vendeur qui est en violation de l'article 48 des conventions de Genève, les armes à base de phosphore et les drones notamment le projet Gospel, Where is Daddy. Enfin, je pourrais m'étendre un petit peu sur les armes cyber tout à l'heure, mais pour revenir sur justement et entrer un petit peu plus dans la verticale, c'est-à-dire la guerre hybride. Dans l'infographie imparfaite que j'ai réalisée, que j'ai épinglée, j'ai mis 5 éléments. La cyberguerre, donc tout ce qui concerne en fait l'attaque des infrastructures critiques comme hôpitaux, énergie, des choses comme ça, les DNS. J'ai mis la guerre cognitive, c'est tout ce qui est lié en fait à la déstabilisation des opinions, donc c'est des récits, tout simplement, via des deepfakes, entre autres. Tout ce qui est lié en fait aux drones autonomes, les frappes qui sont ciblées sans pilote humain. La partie renseignement algorithmique, c'est-à-dire l'usage de l'IA pour identifier, prédire aussi, parce que ça on ne se rend pas compte, mais de plus en plus en fait est utilisé aussi de cette manière pour neutraliser une cible en particulier. Et puis le dernier, c'est tout ce qui est lié en fait à la guerre d'influence aussi numérique, saturation des réseaux pour influencer la perception lors d'un conflit. Donc ce sont les 5. Est-ce que tu es d'accord avec cette catégorisation? Est-ce que tu ajoutes des éléments ou pas? Globalement, oui, la catégorisation me semble juste. Il y a j'ajouterai à ça les armes matérielles, physiques, équipées d'IA, les systèmes de ciblage alimentés par l'IA, comme on les appelle, c'est-à-dire les systèmes qui vont avoir pour but de tuer sur ordre de l'IA. Il faut savoir qu'en France, c'est une chose a priori, dans la doctrine est interdite. Dans la doctrine militaire, on n'a pas le droit de donner le pouvoir à une IA de tuer sur le champ de bataille. Il faut qu'il y ait un homme ou qu'il y ait quelqu'un dans la chaîne de commandement ou dans le command and control qui prenne cette décision. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a tous les logiciels, tous les virus aussi. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu les mets, mais les armes cyber. Ouais, dans la cyberguerre, tu sais, les attaques, c'est vrai que c'est des infrastructures. J'avais mis DNS, mais effectivement, on peut aussi mettre cela en fait ici. Il y a ce qu'on appelle aussi, il y a aussi ce qu'on appelle dans la doctrine militaire le brouillage de guerre. Le brouillage de guerre, c'est tout ce qui va être armes numériques qui vont avoir pour but de brouiller les capacités de reconnaissance adverse. Typiquement, ce qui avait été fait notamment par Israël. Israël avait brouillé les signaux GPS au moment où il craignait des attaques, des missiles balistiques, des tirs de missiles. Ils avaient réorienté les GPS vers
les capitales des pays qui allaient tirer contre eux. Ok. Merci. Dantouch, je ne sais pas si tu voulais ajouter une question et si on pouvait donner la parole à quelqu'un de l'audience. Oui, pas de souci. Alors moi, je vais juste j'aurais juste une petite question pour Guillaume Ancel. Alors on va juste faire un petit détour par la Russie et l'Ukraine, mais en restant sur Israël et la Palestine. Oui, donc dans votre livre, il y a un moment, en fait, pas dire insinuer, parce que vous dites que en fait, la Russie pourrait être derrière entre guillemets l'attaque du 7 octobre. Et du coup, par là, ce serait sous quelle forme? Je veux dire, ce serait par un soutien financier, un soutien au niveau de tout ce qui est armement? Ce qui est très étonnant, c'est la concomitance des temps. Moi, quand j'observe un champ de bataille, j'essaie de regarder à quel moment se déclenchent différentes opérations pour voir en quoi est-ce qu'elles peuvent être connectées ou pas. Ce qui est certain, c'est que quand l'attaque terroriste du 7 octobre déclenche ce nouveau conflit au Proche-Orient, c'est le moment où la Russie est le plus en difficulté dans sa guerre contre l'Ukraine. C'est le moment où la contre-offensive ukrainienne est limite du point de rupture. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont foncé la ligne de défense russe, qui est constituée de 3 lignes, et ils sont exactement au milieu. Et donc, ça va se jouer à quelques jours près de est-ce qu'ils arrivent à rentrer à l'intérieur et déstabilisent le système militaire russe, qui est connu pour sa rigidité, qui a beaucoup de mal à se réorganiser derrière, ou est-ce qu'ils s'épuisent à vouloir traverser cette ligne-là? On est dans la région de Zaporizhzhia. On est début octobre. Et c'est juste à ce moment-là que l'attaque terroriste du 7 octobre a lieu et va détourner d'un seul coup l'attention et l'aide très puissante des États-Unis. Alors pas complètement, parce que les Américains vont continuer à livrer, mais il faut savoir que les Américains n'ont pas des stocks extensibles de munitions et de capacités d'aider des pays qui sont en guerre, notamment sur le renseignement. Et que par conséquent, à partir du moment où ils ont détourné un potentiel très important vers Israël, eh bien c'est autant de ressources en moins, en fait, pour l'Ukraine. Et que ça a été crucial pour eux, pour la Russie, pour diminuer la tension, la pression qu'il y avait sur le front. J'espère que vous m'entendez encore, parce que j'ai eu un bruit bizarre dans les écouteurs. Non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Et du coup, je me suis toujours posé cette question on se souvient qu'il y a une alliance très forte entre la Russie de Poutine, l'Iran, qui est un de ses alliés principaux dans sa guerre contre l'Ukraine, qui lui fournit notamment des munitions et des drones en très grande quantité, donc qui prend des risques considérables. Un Iran qui a besoin de l'aide russe pour la protéger contre les attaques israéliennes ou américaines, et le Hamas qui a été aidé justement par l'Iran. Donc, je trouve ça très, étonnant que le Hamas ait eu d'un seul coup les moyens de lancer une attaque aussi importante, qu'ils aient réussi à aveugler le système de renseignement israélien, qui est connu pour être puissant, mais qui surtout est adossé au système américain, donc qui est un des systèmes les plus performants du monde aujourd'hui, et quelque part à neutraliser les défenses israéliennes pendant quelques heures. C'est pendant ces quelques heures que la riposte est la plus importante, parce que c'est comme un incendie. Si on intervient plus tard, en fait, ça y est, le feu a pris et c'est trop tard. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'attaque du 7 octobre. Donc, le principal bénéficiaire de l'attaque du 7 octobre, c'est clairement pas les Palestiniens de la bande de Gaza, ce sont pas les Israéliens, les pauvres, ils ont vraiment subi une attaque à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ce sont les Russes. La Russie de Poutine. Et c'est ça que je trouve très dérangeant dans cette affaire, c'est que Poutine n'a d'ailleurs fait que très très peu de commentaires sur le début du conflit au Proche-Orient, mais c'est clairement lui qui en a bénéficié le plus. Pour le reste, on sait très peu de choses sur les activités, les liens. On se souvient juste que le ministre des Affaires étrangères de Poutine, Lavrov, a rencontré les dirigeants du Hamas un an avant l'attaque du 7 octobre. Et on se doute bien que les Russes n'ont rien à acheter au Hamas. En tout cas, ce n'est pas auprès d'eux qu'ils vont les fournir pour avoir des munitions d'artillerie ou des lance-roquettes multiples. Donc, c'est un faisceau d'indices qui me font penser que Poutine n'est pas pour rien dans le déclenchement du conflit au Proche-Orient, dont il avait vraiment besoin pour détourner une grande partie de l'aide américaine.
Et est-ce que vous pensez qu'il serait possible, enfin moi aussi c'est pareil, il y a des choses qui m'étonnent, c'est que au vu de comment est gardée la frontière et au vu de la qualité des renseignements du Mossad, que ça ait pu se passer aussi facilement. Et au même moment, il y avait quand même une contestation qui était très forte des civils qui allaient dans la rue justement contre Netanyahou. Est-ce que vous pensez, bon que là c'est vraiment, je vais dire capillotracté, mais est-ce que vous pensez qu'il est possible que ce c'eût été bénéfique pour quelques dirigeants de laisser ça se faire en ayant connaissance de cause, parce qu'il y avait eu des rapports des éclaireuses donc qui sont à la frontière de Gaza, qui ont signalé effectivement des mouvements anormaux et apparemment ça n'avait pas été retenu par leurs supérieurs. Alors aujourd'hui, c'est assez bien documenté ce problème. Je dirais que compte tenu des éléments dont on dispose, on sait que Netanyahou et son cabinet ont été alertés à plusieurs reprises et dans les mois qui précèdent, pas dans les jours qui précèdent, dans les mois qui précèdent, voire jusqu'à un an avant, notamment par les Égyptiens, du fait que le Hamas préparait quelque chose. C'est intéressant, un an avant, c'est sans doute le temps qu'il a fallu au Hamas pour se former et se préparer à cette attaque de grande ampleur. Et on sait que le cabinet de Netanyahou a écarté cette menace, mais il faut quand même imaginer que dans le cabinet d'un gouvernement comme celui d'Israël, il y a 50 menaces qui sont remontées tous les jours. Et que par conséquent, c'est le rôle du cabinet de dire, bon, bah ça on le met sur le dessus de la pile, ça on l'écarte, ça on l'écarte. On se souvient qu'au moment du 11 septembre, le FBI avait remonté une menace d'islamistes qui se préparaient éventuellement à détourner des avions dont on ne savait pas très bien ce qu'ils allaient faire et qu'elle avait été écartée puisque à ce moment-là, la priorité des services américains, c'était l'espionnage économique. Donc, ils ont très bien pu faire cette erreur. Après, j'ai du mal à imaginer Benjamin Netanyahou, qui est un fou furieux, mais aller jusqu'à, quelque part, laisser se déclencher une guerre parce que ça lui permettait de se maintenir au pouvoir, je pense que c'est trop gros et que ça l'aurait de toute façon détruit. Par contre, le fait qu'il se maintienne au pouvoir maintenant grâce à cette guerre, c'est une évidence. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait repris la guerre en mars, alors qu'il avait accepté un cessez-le-feu le 20 janvier, montre bien que chaque fois qu'il est menacé par son opposition israélienne, il rallume les feux de la guerre parce que dans un pays en guerre, on ne peut pas contester le gouvernement. Donc il y a quelque chose de très malsain dans son rapport avec la guerre et dans le rapport de Benjamin Netanyahou avec le Hamas qui quelque part est son meilleur ennemi. Donc là, on a vraiment deux extrémistes qui se nourrissent réciproquement. C'est en ça que la situation est assez insolvable. Après, penser que Netanyahou a laissé déclencher cette guerre, personnellement, je ne le crois pas. Alors, excusez-moi, je vous ai laissé échanger. Je comprends parce que dans Touch a lu tout ton ouvrage, Guillaume. Mais je voudrais qu'on revienne sur le sujet, surtout que j'ai insisté dans mon introduction qu'on n'était pas sur le terrain géopolitique, mais que même si ça touche, hein, et à partir du moment où on commence à parler de guerre hybride, forcément ça relève un petit peu de ce sujet-là. Mais j'aimerais qu'on revienne sur justement l'implication en fait, notamment du numérique, comment ça redéfinit en fait les choses. Merci beaucoup. On va accueillir Phil Comte. Bonsoir Phil Comte. Oui, bonsoir Fadila, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Ancel. Comment dire, quel est votre... Je crois que Don't Touch a volé votre question. Oui, en effet. Non, il l'a pas volé parce qu'il ne savait pas. Pris. Non, bien sûr, voilà. Bon, en effet, je voulais... Mais bon, justement, c'est aussi bien d'ailleurs, comme ça permet de pouvoir parler d'autres choses. Que pensez-vous de la team Yorgé, qui avait été tout d'abord, je crois, découverte par une journaliste indienne, une certaine Gauri Lankesh, quelque chose comme ça, qui a été assassinée en 2017, au moment où elle voyait que sur les réseaux sociaux particulièrement, et celui que nous utilisons ce soir, il y a une armée numérique qui au début dépendait de l'unité 8200, mais qui après a pris son envol de manière indépendante, et qui donc s'appelle la Team Yorgé, et qui est spécialisée dans, alors, on va dire la lutte numérique. Alors parfois c'est vrai, mais le plus souvent c'est quand même lié à de la désinformation. C'est par exemple la team Yorgé qui a lancé l'histoire relayée énormément d'abord aux États-Unis, puis en Europe, l'histoire des bébés décapités et du bébé au four, qui même au moment où la presse israélienne
elle-même a débunké ces bobards, eh bien, la team Yorguet les a maintenus dans l'opinion publique européenne et américaine pendant des mois. Et je suis même certain qu'aujourd'hui, vous avez encore des gens qui croient ces bobards. Que pensez-vous donc de l'influence de la team Yorguet et pensez-vous qu'il existe, parce que de l'autre côté, ça peut aussi exister, l'équivalent côté arabo-palestinien? Est-ce qu'il y a alors avec moins de moyens sans doute, mais est-ce qu'il y a une guérilla numérique pour pouvoir essayer d'avoir un contre-discours? Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais laisser Julien répondre à cette question bravement. Moi, j'ai un avis dessus, mais je pense que Julien a plus de connaissances que moi sur le sujet. Julien? Oui, merci Guillaume. C'est effectivement notre sujet. On parle de L2I, lutte informatique d'influence et lutte et manipulation de l'information. C'est les termes utilisés dans la doctrine. Donc effectivement, l'unité 8200, c'est une division d'influence qui est spécialisée dans la guerre informationnelle et dans la manipulation de l'opinion publique internationale. La journaliste qu'ils avaient découverte a manifestement été assassinée. Et en fait, la team Yorguet, c'est une équipe d'environ 5000 personnes qui a pour but, qui est tout simplement une armée électronique. Le concept d'armée électronique, c'est un concept qui existe depuis un certain temps. D'ailleurs, Israël avait déjà son armée, elle s'appelait l'armée des Sayanim, c'est S-A-Y-A-N-I-M. C'est assez documenté comme procédure. Leur but, c'est tout simplement de noyer l'information qui est nuisible à Israël, de mettre sur le haut de la pile des systèmes de recommandation des réseaux sociaux les contenus qui leur sont favorables. D'ailleurs, on voit qu'il y a Brigade Juive qui est en train de rire et qui est dans ce chat pour faire allusion à ce que tu disais tout à l'heure, Phil. Et en fait, la team Georget, c'est une équipe qui a fait pas mal de désinformation. Leur but, c'est le contrôle des narratives. Ils ont lancé l'opération Narrative Control, où ils ont déployé des agents d'influence pour façonner et contrôler les couvertures médiatiques du conflit. Donc, les 40 bébés décapités par le Hamas, mais pas que. Il y a eu aussi des narratives qui parlaient de l'hôpital El Shifa qui a été détruit par le Hamas et qui montrait une photo d'un missile air-sol. Savoir que le Hamas n'a pas d'avion, donc c'est absolument impossible que le Hamas ait tiré sur un hôpital palestinien. Il y avait aussi l'opération Truth Shield, qui est une plateforme qui détecte et neutralise en temps réel tous les récits défavorables à travers des contre-messages préformulés. C'est des technologies qu'on avait développées à Buster.ai pour justement contrer la désinformation. Mais la Team George et l'unité 8200 n'en sont pas restés là, puisqu'ils ont carrément fait des deepfakes, alors plusieurs deepfakes vocaux de prétendus terroristes du Hamas qui seraient en train de discuter. Les voix étaient parfaites, les signaux ne correspondaient absolument pas à des récits qui auraient pu être tenus. On a tous vu peut-être vous avez vu ou pas, mais la photo de Mike Tyson qui arbore un drapeau d'Israël et qui dit qu'il est favorable qui était un deepfake absolument débunké. Mais effectivement, ces 40 bébés décapités par le Hamas, en fait, c'était une énorme fake news. C'était une manipulation énorme de l'information dans laquelle Benjamin Netanyahou lui-même était impliqué. C'est d'ailleurs Haaretz qui a démenti en direct cette information. Je crois qu'il s'était appuyé sur l'Instagram d'un soldat de Tzal qui avait raconté un peu n'importe quoi. Tout le système de propagande informationnelle et de psyops a été déployé et a touché quasiment toute la planète, en fait. Oui. Pas si tu veux ajouter quelque chose, Guillaume. Je voulais signaler une chose, c'est qu'a priori, je suis certain d'avoir, puisque c'est mon compte numéro 7, là, je suis certain d'avoir eu mon compte numéro 4 et mon compte numéro 6 éliminés par un raid de signalement massif de la team Yorguet. Voilà. Donc, c'est pas pour chouiner, hein, mais j'ai beaucoup d'éléments qui m'ont amené à cette conclusion. Je ne sais pas comment sont organisées ces teams. Julien est plus pointu que moi sur le sujet. Ce qu'on voit quand même sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a clairement des armées de trolls qui font effectivement des raids communs. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit tout de suite quand on publie quelque chose qui est un peu pertinent, ils se précipitent dessus. Donc c'est un indice de pertinence des sujets qu'on peut traiter. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer aussi ce qui a été fait, non pas du côté
du côté palestinien, mais dans certains pays. Moi, j'ai des amis marocains et algériens qui m'ont montré quand même des messages qui sont le symétrique, hein, où par exemple le Hamas n'avait fait aucun mort, n'avait violé personne, n'avait tué personne quand ils avaient fait leur raid, contre Israël. Et ce qui est terrifiant, c'est que, comme toujours dans ce genre de nouvelles, il y a des gens qui ont tellement envie que ce soit vrai, qui finissent par le croire et le relayer. Et je me souviens en particulier d'un ami qui est quand même qui est un des dirigeants de l'armée marocaine, et qui m'a dit, tu vois, Guillaume, en fait, on a complètement exagéré sur l'attaque du Hamas. Bon, ils sont peut-être un peu excités, etc. Mais regarde, il y a des informations assez claires sur le fait que ils n'ont jamais tué ou enlevé 1400 personnes, alors que maintenant, c'est aussi un fait établi. Donc, on voit bien qu'il y a une tentation, à travers les réseaux sociaux, d'imposer une version alternative à la réalité. Et c'est sans doute pour cela que des gens comme Elon Musk, qui sont particulièrement malsains, ont lutté et luttent encore un maximum contre tous les aspects qu'ont demandé, par exemple, les Européens sur la modération. Le fait d'avoir des équipes qui sont vraiment spécialisées pour aller repérer les fake news et puis, bien sûr, les neutraliser ou les démentir. Et ça, c'est un obstacle à leur capacité à raconter, à propagandiser n'importe quoi. Donc, pour moi, l'absence de régulation sur les réseaux sociaux est une véritable catastrophe, surtout si on le regarde par rapport aux médias traditionnels. Je pense par exemple aux médias français. Si une chaîne se permet de raconter une connerie et ne la dément pas une fois qu'il a été prouvé que c'était faux, elle se fait quand même sacrément allumer, y compris financièrement. Ah, c'est pas systématique quand même aujourd'hui, hein, en temps réel. Désolé de couper, Guillaume. Ouais, pardon. Alors que sur les réseaux sociaux, tu vois bien que on peut lancer n'importe quoi et Elon Musk ne se gêne pas. Et je voudrais prendre pour exemple, moi, un événement qui m'a beaucoup choqué, je l'ai suivi avec attention, c'est quand il y a eu l'attentat contre le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne. Elon Musk s'est précipité sur le sujet pour expliquer que c'était un islamiste, etc. Puis quand très vite, il s'est avéré dans l'enquête des Allemands qu'au contraire, c'était un Saoudien parfaitement intégré en Allemagne et qui était islamophobe et en plus très proche de l'extrême droite. Alors là, par contre, Elon Musk fait nettoyer le compte de l'auteur de l'attentat pour que n'apparaisse plus son admiration pour Elon Musk et pour l'AfD, pour le parti d'extrême droite allemand. Donc, ces réseaux, aujourd'hui, sont des lieux intenses de manipulation, ça c'est clair. Alors, je fais une petite incise, juste un point, c'est que aujourd'hui on est dans une guerre des récits aussi. Alors, j'utilise le mot guerre. Désolé, Guillaume. Et il faut que je sais pas quel terme je pourrais aussi utiliser. S'agissant en fait des médias. Il y a un narratif et il y a une idéologie concernant les médias. D'ailleurs, une idéologie qui est déclarée. À la limite, je préfère quand l'idéologie est déclarée, au moins on sait. Et on peut aller rechercher en fait des informations différentes pour se faire, dans une approche d'esprit critique, de trouver en fait d'autres éléments contradictoires. Ceci étant, on sait qu'aujourd'hui l'ARCOM joue son rôle autant que possible, mais quoi qu'il arrive, même quand c'est débunké, c'est souvent débunké en fait après coup, et donc l'information a circulé, notamment sur les médias sociaux. Et on sait aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'informent via la presse ou reviennent sur une information qui, dans tous les cas, s'est propagée. Et concernant les narratifs, autant on peut faire des comparaisons de savoir sur les groupes ou les États, les individus qui a le plus de moyens, notamment financiers et techniques, notamment on parle des drones, des choses comme ça, mais sur la guerre d'influence numérique, je crois que c'est l'apanage, on va dire, de personnes, c'est même l'utilisation, on va dire, peut-être majeure pour tout, de saturer en fait les réseaux sociaux pour influencer en fait une perception, notamment dans les conflits, et d'avoir aussi, et de ce fait, nous, utilisateurs, on se retrouve complètement noyés, et avec une difficulté de savoir faire en fait la distinction entre le vrai et le faux, et d'ailleurs très souvent, la désinformation part aussi d'une information qui est vraie, mais qui est en fait présentée d'une autre façon. Je ne sais pas si j'ai vu que Julien voulait intervenir, donc je vais le laisser. Puis après, dans le touch, je crois que tu as accueilli quelqu'un d'autre et tu voulais peut-être réagir à ce que je viens de dire et ce qu'a dit aussi Guillaume.
Tout à fait. Très La bien. désinformation, en fait, une fausse info est 7 fois plus virale qu'une vraie, se propage beaucoup plus en profondeur et en largeur qu'une info dans les réseaux, hein, qu'une information juste et monétise. Moi, je voudrais vraiment aujourd'hui être assez incisif sur les médias. Ils n'ont pas joué le jeu. Très clairement, pour moi, aujourd'hui, ils ont une grosse part de responsabilité dans ce conflit parce qu'ils ne relaient pas l'information juste. J'en sais quelque chose. J'ai plus d'une vingtaine de journalistes qui m'ont déjà dit, tu vois, Julien, on n'osera pas parler de ce sujet à l'antenne parce qu'on tient à notre job et si on le fait, on va être viré. On sait très bien, vraiment, je le cite presque les verbatims de ce qu'ils me disent. On le sait, on voit que la guerre est absolument désastreuse et comment dire, d'une cruauté et d'une intensité jamais vue. Mais si on en parle, voilà. Donc les médias aujourd'hui, malheureusement, je parle de médias mainstream, sont non seulement possédés par, ils ont deux intérêts, hein, les intérêts de leurs investisseurs et les intérêts publicitaires, qui sont leurs deux seules sources de revenus quelque part. Donc aujourd'hui, les médias, pour moi, pardonnez-moi d'être aussi direct, mais ne jouent absolument pas le jeu et tiennent deux narratifs très 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 distincts entre le conflit israélo-arabe et le conflit russe et ukrainien. Sur la partie fact-checking, débunkage et vérification d'informations. Moi, je pense aussi qu'il faut vraiment faire la distinction entre un journaliste qui est payé pour faire la une et respecter une ligne éditoriale et un fact-checker qui, lui, respecte les conventions de l'IFCN, qui a un travail de sourcing et un travail de recherche profond et d'enquête profond à faire. Enquêter, ça prend du temps. Et effectivement, les debunks sont arrivés beaucoup trop tard. Le mal était déjà fait. On parlait tout à l'heure de l'attaque du 7 octobre et des liens qu'il peut y avoir avec la Russie. Moi, je pense au contraire que ceux qui tirent le plus profit de l'attaque du 7 octobre, c'est bel et bien Benyamin Netanyahou, et qu'il était, d'après les renseignements que je dispose, parfaitement au courant de l'attaque. Il était parfaitement en capacité de la repousser, et il l'a complètement laissé faire. Non seulement il l'a laissé faire parce que c'était dans le plan du Grand Israël, qui était quelque chose d'établi depuis assez longtemps, depuis le mandat de Trump premier d'ailleurs, hein, le redécoupage du Moyen-Orient, où il promettait à chacune des confessions religieuses de la région d'avoir son propre État. On parlait d'un État musulman sunnite, un État chrétien, un orthodoxe, un druze dans toute la région. Mais qu'en plus, en interne en Israël, il faisait face à une opposition des plus farouches. Il n'était pas capable de sécuriser son pays, pas capable d'assurer une véritable démocratie. Hein. Moi, j'ai des amis juifs en Israël qui m'ont dit que pendant le Covid, par exemple, leur porte, elle a été soudée pour qu'ils puissent pas sortir de chez eux. Donc bon, même en Chine, ils avaient juste un papier pour une sorte de sceau qui fait que dès que la porte est ouverte, on le voit, quoi. Voilà. Ok. Merci à toi. Nous allons accueillir une nouvelle personne, Tiberius. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement bien. Donc, on est en train de parler de la guerre hybride Israël-Palestine. Oui, tout à fait, j'ai bien entendu. Ok, super. Je voulais te poser une question à M. Ancel. Je voulais savoir, bon, il y a eu le 7 octobre, donc on sait qu'il y a environ 1250 morts, je crois. Je voulais savoir quel est le bilan de l'autre côté. Parce que c'est un bilan qui est en permanence contesté. On dit qu'il y a 50 000 morts, colossal, hein. 50 000 morts côté Gaza, si vous voulez, côté palestinien. Est-ce que c'est exact? Je pose des questions, je suis comment on va dire, le naïf, hein. Bon, je ne prétends pas être le plus intelligent. Est-ce exact? Est-ce, comme nous le disent les médias, une manipulation du Hamas? Je vous ai entendu, vous, donner des chiffres bien plus considérables. Est-ce que vous pouvez, comme je connais votre honnêteté, nous les donner et nous dire exactement ce qui, d'après vous, se passe réellement à Gaza? Merci beaucoup. Oui, en fait, ce qui est établi aujourd'hui, c'est que l'attaque du 7 octobre par le Hamas, ça fait 1400 morts et disparus. D'accord, des gens qui ont été enlevés, de l'ordre de 200 et 1200 morts. Tout à fait. En comptant les otages, hein, c'est bien ça. Exactement, en comptant les otages, dont malheureusement une grande partie est décédée. Si on regarde cette fois la partie donc déclenchement de l'opération par Netanyahou, qui prétend, qui affiche deux choses. Il dit, un, je vais détruire militairement le Hamas.
dans aucune armée moderne qui a ce genre d'expérience, on a réussi un jour à détruire une organisation terroriste avec des attaques militaires. Donc, on se souvient qu'à l'époque, même Joe Biden lui dit, réfléchissez bien, parce qu'on sort d'Afghanistan. Enfin voilà, on est quand même bien placé pour savoir qu'on n'y arrive pas. Et puis, deuxièmement, il va libérer les otages. En fait, la réalité, elle est bien sûr complètement différente. Il veut détruire systématiquement, il veut ravager la bande de Gaza pour obliger les Palestiniens survivants à quitter ce tas de décombres. Et en fait, aujourd'hui, alors moi je fais un calcul d'officier d'artillerie, ma spécialité c'était les bombardements. Les Israéliens ont procédé dans la première partie de la guerre, les 15 mois de guerre avant le cessez-le-feu de janvier, ils ont procédé à plus de 100 000 frappes, soit d'artillerie, soit de bombardement aérien. Une frappe, un bombardement, c'est fait pour tuer au moins une personne. Au moins sur le nombre, sur la série. S'il n'y a pas une victime dans une frappe, c'est que la frappe ne servait à rien. Et donc, le Hamas, le ministère de la Santé de la bande de Gaza, dit nous, on a compté 50 000 morts. Et attention, ce sont des morts qu'ils ont tracés à partir des équipes médicales. Donc, ils ont les registres, ils sont capables de dire on a comptabilisé 50 000 morts. Dans la réalité, compte tenu de l'ampleur des dégâts et du nombre de bombardements, on doit situer plutôt autour de 100 000 morts. Ce qu'on explique assez bien parce que c'est tellement dévasté. Oui, c'est tellement dévasté. La bande au moins 100 000, oui. Au moins 100 000 morts. On est dans cette échelle-là. Je donne une échelle. On doit être entre 100 et 150 000 morts aujourd'hui. Là, 80% des infrastructures sont détruites. Pour l'essentiel, la bande de Gaza, qui est un tout petit territoire, qui fait 365 km². Les plus des 3/4 de la bande de Gaza sont aujourd'hui des tas de débris. Et personne n'a les moyens, depuis le début de cette guerre, d'aller fouiller dans ces débris. Ce qui veut dire que le fait qu'il y ait la moitié des morts qui soient sous les décombres est parfaitement pertinent. À mon avis, ça correspond bien au nombre de bombardements. Donc si je fais une estimation pure militaire, je dis il y a eu plus de 100 000 bombardements, donc normalement il devrait y avoir 100 000 morts. Et statistiquement, on a 3,5 fois plus de blessés. Quand on fait un mort avec des bombardements, on fait 3,5 blessés. Et si on regarde les déclarations officielles, donc le ministère de la Santé qui dit « nous, on a décompté officiellement 50 000 morts », on peut dire sans difficulté qu'on est effectivement autour de 100 000 morts et 350 000 blessés. Voilà, c'est ça la réalité du bilan. Alors, ce qui est toujours très intéressant, c'est que quand j'explique ça, je suis immédiatement traité soit d'antisémite par les proches de Netanyahou, soit de porte-parole du Hamas par d'autres personnes. Désolé, mais moi, je ne reprends jamais les informations du Hamas. Elles ne m'intéressent pas. Je parle d'informations techniques, et c'est intéressant parce que on voit bien que là, le discours, Julien en parlait très bien tout à l'heure, les fausses nouvelles qu'on nous a données en permanence, elles sont assez consternantes. Je vais prendre un seul exemple. Ce sont les États-Unis qui ont livré toutes les munitions qui ont été utilisées pendant ces bombardements. La moitié des munitions qui ont été livrées étaient des bombes d'1 tonne. La bombe d'1 tonne, c'est une munition que j'ai utilisée une fois. C'est la bombe la plus destructrice des arsenaux militaires actuels. Ça veut dire que quand on utilise une bombe d'1 tonne, on va faire imploser un immeuble de 3 étages. Donc c'est une bombe de dévastation, ça n'a jamais été une bombe pour cibler. Donc tout le discours Netanyahou qui a consisté à dire on va cibler des chefs du Hamas ou des miliciens du Hamas avec nos attaques est en contradiction totale avec la réalité des bombardements qui, pour l'essentiel, ont utilisé des armes à très fort pouvoir de destruction qui ne font que des dommages collatéraux. Et c'est là où il faut rétablir la réalité avec des faits objectifs et pas des récits comme ceux qu'on a entendus du porte-parole de Tsahal ou d'ailleurs des porte-paroles du Hamas, qui ont essayé à chaque fois de nous fourguer dans des histoires invraisemblables. La réalité, c'est que la bande de Gaza a été systématiquement dévastée et à mon avis, l'objectif, il est assez clair, puisque Netanyahou l'avait écrit dans Bibi Story, sa biographie qui doit dater de 2021, je crois, dans lequel il explique que dans son esprit à lui, les Israéliens ne peuvent pas cohabiter avec les Palestiniens. Donc il faut que les Palestiniens s'en aillent. Et en fait, pour moi, c'est ça qu'il essaye de faire à Gaza, faire en sorte que les Palestiniens massivement s'en aillent et que derrière, le grand Israël récupère la bande de Gaza comme la Cisjordanie et décide que c'est un territoire israélien. Voilà. Donc c'est intéressant d'utiliser une analyse militaire pour la comparer avec les narratifs, parce que c'est là où on voit tout de suite le manque de réalisme de personnes qui viennent soit nous dire
que c'est un génocide. Moi, malheureusement, dans ma vie, j'ai traversé 3 génocides. Un génocide, si les Israéliens avaient décidé d'éliminer le peuple palestinien à Gaza, il n'y aurait pas 100 000 morts, hein, il y aurait 1 million de morts, avec les moyens qu'ils ont utilisés. Et puis ceux qui disent « Ah ben non, c'était des frappes très ciblées, on a respecté les lois de la guerre », Fadila l'a dit en introduction, Netanyahou ne respecte plus aucune loi, même les plus élémentaires lois de la guerre. Donc on est vraiment arrivé dans un no man's land. Ah, j'ai pas dit ça exactement, je crois. C'est Julien qui a dit ça. Ah oui, oui, j'ai dit. C'est moi qui ai dit ça, oui. C'est moi qui ai dit ça. C'est Julien qui l'a dit. Et c'est sourcé, hein, c'est des informations sourcées. C'est pour dire que on est vraiment dans un no man's land aujourd'hui en termes de loi. Même les lois de la guerre ne sont absolument pas respectées. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que du coup, on voit comment la guerre numérique a prospéré effectivement à l'intérieur, puisqu'en fait, il n'y a plus aucune loi, il y a juste la loi du plus fort. Et Guillaume, on peut ajouter un autre point, hein, c'est que dans ton analyse, qui est très juste, qui est l'analyse militaire, qui recoupe parfaitement avec d'autres chiffres, Gaza est aujourd'hui, on ne parle que de Gaza et pas de la Palestine, c'est-à-dire la Gaza et la Cisjordanie. Gaza, c'est une des zones les plus denses au monde. Elle rassemble environ 6 000 habitants au kilomètre carré et fait 365 kilomètres carrés, ce qui représente environ 2 190 000 habitants, et ce qui est le cas. Il y a 2 millions d'habitants à Gaza. La notion de frappe chirurgicale, tu le sais très bien, elle n'existe pas. C'est un terme américain, militaire, complètement spoilé. Quand on fait une frappe, surtout avec des bombes d'une tonne, on ne fait pas des frappes chirurgicales, on essaye de tuer un maximum de personnes. Il y a eu 100 000 frappes, au moins, les raids aériens, les tirs de mortier, sans compter les quartiers qui ont été détonés. Mais si on fait un calcul en disant juste 60% de victimes, tombe sur le chiffre astronomique de 1 500 000 victimes. Donc des blessés et des morts là-dedans. Donc on ne sait pas dire combien il y a de morts. Moi, je pense qu'il est nettement supérieur à 100 000, le chiffre. On n'a pas fini de sortir les décombres et on ne sait même pas si un jour on y arrivera. Mais très clairement, les chiffres de 50 000 annoncés, dont 40 000 enfants d'ailleurs, je crois 30 000 enfants plutôt qui étaient annoncés, qui est absolument accablant comme chiffre. On en est, à mon avis, très très loin. On est beaucoup plus au-dessus des 150 000 avec probablement 1 million de collatéraux aujourd'hui. C'est très très difficile à estimer. Mais voilà, alors, je vais juste rajouter ce point. Non seulement c'est difficile, mais c'est surtout aussi que nous vivons tout cela en fait en temps réel et qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir comptabiliser. Et à travers cette question aussi, on voit bien que, pardonnez-moi, mais je vais faire le lien quand même avec le sujet du jour et j'aimerais quand même que toutes les interventions recentrent aussi là-dessus, parce que dans ce space, on ne pourra pas parler de tous les narratifs parce qu'il faudrait, dans l'idéal, poser tous les narratifs qui se sont joués de part et d'autre, de manière en fait à pouvoir essayer de trouver en fait une certaine vérité. Dans tous les cas, il y aura toujours des personnes qui pourront dire: j'ai eu un commentaire tout à l'heure désagréable, il n'y en a eu qu'un seul, donc tout va bien. Mais me dire par exemple que j'étais en train de délivrer le narratif israélien. Donc on arrive en fait à une situation qui est extrêmement compliquée. Et je comprends tout à fait ce que disait tout à l'heure Guillaume, qui en tant que quand même ex-officier, donc qui sait quand même de quoi il parle, se retrouve face parfois à des éditorialistes, même pas, ou des chroniqueurs qui sont même pas spécialisés en fait dans le domaine militaire, et qui viennent par exemple l'accuser de prendre parti et remettre en question en fait toute son expérience et ses connaissances. Et ça, c'est voilà. Donc, je faisais cette petite aparté. Ici, dans mon space, je rappelle, en fait, toutes les personnes qui souhaitent intervenir le peuvent. En revanche, on n'accepte pas certains profils qui sont clairement identifiés comme pratiquants des invectives, de la même manière que tous ceux qui ont un profil qui est fermé, verrouillé, où on voit personne et on les a jamais vus. Donc voilà, donc on limite, parce que ça fait aussi partie finalement de ces confrontations qu'on subit parfois aussi dans le numérique. Alors on va tout de suite passer la parole, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci Tiberius pour la question. Merci à vous. Et puis on va passer la parole à John. Bienvenue John, je crois que c'est la première fois que John intervient dans mon space.
Oui, bonsoir à tous. Non, moi j'aimerais juste poser une question. C'est pourquoi on qualifie on qualifie le 7 octobre comme un attentat? Je sais pas pourquoi tout le monde reprend ce terme-là d'attentat alors que ces gens-là se défendent. Et pourquoi on dit que le Hamas est une organisation terroriste juste parce que la doxa le dit, on se sent obligé de le répéter et, euh, et on qualifie pas Israël de terroriste. C'est-à-dire que là, c'est un peu de l'inversion accusatoire, parce que c'est les Palestiniens qui subissent le vol de terre, le massacre, le bombardement, la famine, toutes sortes d'exactions. On dit les otages israéliens. Non, non, les personnes qui sont fait kidnapper, la plupart, on va dire dans la majorité des prisonniers, c'est des gens qui sont réservistes, qui ont passé leur service militaire et qui sont réservistes, qui ont des armes chez eux. On voit très bien les Israéliens se balader normalement comme s'ils étaient au Texas avec des M16 ou des AR-15 ou d'autres armes de guerre. Donc moi je comprends pas ce narratif-là de vouloir reprendre la propagande de BFM, de CNews et de ces gens-là. Donc moi j'aimerais poser cette question-là. Pourquoi on se sent obligé de répéter ça tour de bras partout pour, on dirait, ne Mm. pas se faire taxer d'antisémite Ouais. ou autre, quoi. Il me semble C'est- qu'ici, c'est- excuse-moi, je me permets de te couper, il me semble juste qu'on n'ait pas utilisé le terme attentat, nous on a Si. utilisé le terme attaque, il me Non, semble, non, tout non, j'ai à l'heure. entendu attentat de la part de Guillaume Dante. Alors, dans tous les cas, c'est vrai qu'on a démarré, je ne sais pas si John était là en fait au début, mais on a beaucoup posé des questions autour des termes, notamment de guerre, etc., qui est extrêmement complexe. Et il y a des termes en fait spécifiques, on va dire, quelque part, au domaine militaire, qui n'est pas en fait forcément utilisé par les médias. Je me trompe peut-être, Guillaume, en faisant cette petite parenthèse, Non, mais non, tu y es, Fadila. Je vais répondre à John. John, il faut faire attention parce que on a forcément tous des convictions, mais il ne faut pas transformer les faits. Le 7 octobre, on parle de attaque terroriste du 7 octobre, et moi j'assume ces mots, je ne les ai pas répétés, je le qualifie ainsi. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas une armée du Hamas qui va attaquer l'armée israélienne. Ils s'en seraient pris à des unités israéliennes, on aurait dit le Hamas a déclenché une opération militaire contre Tsahal. Et ça, c'est une guerre. Par contre, quand tu envoies des gens armés pour aller se jeter sur des gamins qui sont en train de danser dans un truc où ils sont à moitié sous, pardon, mais c'est pas une guerre. C'est juste un massacre. Et c'est ça qu'ils ont fait. D'ailleurs, le Hamas a eu beaucoup de mal à l'assumer parce que à certains moments, ils l'ont revendiqué comme étant voilà justement une attaque pour riposter à la politique de terreur d'Israël. Et puis à d'autres moments, ils ont essayé de montrer que pas du tout, ils s'étaient attaqués essentiellement à des réservistes. Mais des réservistes, tout le monde est réserviste en Israël. Donc même les gamins qu'ils ont attaqués dans la rave party, c'était aussi probablement pour la plupart d'entre eux des réservistes. N'empêche que c'était pas des unités militaires. Donc c'est pour ça que moi, je ne peux pas accepter le qualificatif de le Hamas a déclenché une opération militaire contre Israël le 7 octobre, puisqu'ils sont attaqués à une population qui était essentiellement des armées et qu'ils l'ont massacré systématiquement. Donc, c'est bien une attaque terroriste, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire régner la terreur. La riposte de Netanyahou repose sur la terreur, puisqu'en fait, au lieu de s'attaquer au Hamas, et pour moi c'était son droit de s'attaquer au Hamas, puisque c'était une riposte, mais en fait il ne s'est pas attaqué au Hamas, il s'est attaqué à la bande de Gaza. Et c'est là où il y a une politique de terreur, parce qu'il y a une confusion totale du côté de Netanyahou, qui est parfaitement entretenue par lui, dans le Hamas, ce sont les 2 400 000 Palestiniens qui sont sur la bande de Gaza. Et la bande de Gaza, c'est le Hamas. Donc en fait, quand on dit on va détruire le Hamas, en réalité, on détruit la bande de Gaza. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Au même titre que quand on entend Donald Trump menacer la bande de Gaza du pire s'ils ne libèrent pas les otages, mais ce ne sont pas les Palestiniens de la bande de Gaza qui détiennent des otages, c'est le Hamas. Donc quand on fait une confusion entre un groupe terroriste et puis l'ensemble de la population, eh ben effectivement, on crée, ou plutôt, pardon, on produit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et c'est pour ça que Netanyahou est poursuivi par la Cour pénale internationale au même titre que les dirigeants du Hamas. oui, mais dans la continuité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a les termes militaires qui ont une définition admise en fait par toutes les unités, on va dire militaires, même du monde entier. Ouais. Il y a les termes
du droit international, défini également par les traités, entre autres, De la- il parle, et du droit international public aussi. Tu voulais ajouter un terme? Tu voulais ajouter quelque chose, Julien? Excuse-moi. Oui, la Cour Voilà. pénale internationale de la haie. Oui, voilà. Je voulais pas citer toutes les cours, mais oui, tu as raison. Et puis, tu as les termes utilisés, en fait, par les médias. Et je crois qu'en fait, dans tout cela, ça contribue, en fait, à ajouter du flou, en fait, et à jouer, en fait, peut-être en faveur de certains narratifs. Fadila, tu me permets un petit mot? Oui, bien sûr. Après, je vais repartir. En fait, Guillaume, si je reprends votre narratif, en fait, c'est-à-dire que même les Français résistants de la Seconde Guerre mondiale sont des terroristes, vu que c'était pas une armée conventionnelle et reconnue par les instances internationales. Donc, les résistants français, Jean Moulin et toute la clique étaient des terroristes. Si je reprends votre narratif. Et qu'est-ce que j'allais ajouter? Je vous conseille d'aller suivre, par exemple, un journaliste indépendant qui s'appelle Michel Collomb, et il vous prouve par A plus B que la plupart des morts lors du 7 octobre ne sont pas dus au Hamas, sont dus à l'armée israélienne. Parce que Non, John, les pardon, dégâts John, qui ont mais été commis... John, Attends, on va Fadila, recentrer. S'il te plaît, ton exemple est très bien. s'il te plaît, on va recentrer le débat parce que il y a un titre dans ce Oui, space je comprends, juste délibérant. termine Voilà. 2 phrases. Mais juste un truc, Michel, il devait venir, Monsieur Collomb, il n'est pas disponible ce soir et on le connaît très très bien tous les trois. Oui, ben justement, Voilà. donc les morts qui ont été à la rave party et dans les kibbutz, les dégâts qui ont été commis dans les kibbutz Oui. ne pouvaient pas être commis par le Hamas, parce que Ok. il y avait des On troupes revient géantes. sur le. On revient. Non, Je suis ok. désolée, Il n'y a pas de j'interviens parce problème, il n'y a que pas de problème. j'ai un sujet et juste un point. Et justement, Guillaume n'a Fadila, pas dit. c'est un vrai Juste sujet un parce point. qu'en fait, c'est une fake news. Mais est-ce que je peux terminer ma phrase parce que sinon je peux partir aussi. Alors Non. juste un point et après vous allez pouvoir. Mince, bah voilà, ça y est. Guillaume n'a pas dit que c'était terroriste. Il a parlé de l'acte, sauf erreur. Donc Ok, on donc laisse les quand actes même. de Jean Moulin et des résistants français sont des terroristes. Alors, C'est bon, j'ai John, compris. excuse-moi, mais ton exemple est très bien sur les mouvements de résistance en France. Est-ce que tu connais des attaques de ces mouvements de résistance qui se sont attaqués à des civils? Ils sont Et ce attaqués sont... en permanence à des cibles militaires. Ok, je Et suis... par contre, ce Oui. sont les nazis qui les traitaient de terroristes, comme on traite toujours son opposition de terroristes, Oui. comme l'armée française a traité de terroristes les rebelles du FLN en Algérie. Mais par contre, tu n'es pas obligé de tomber dans ce genre de dénomination, puisque là, le Hamas n'a pas attaqué de cibles militaires. Tu vois, le Hezbollah, par exemple, au Liban, qui est une armée qui est ils ont attaqué structurée, des cibles elle s'est militaires. toujours attaquée à Tsahal, à l'armée israélienne. Ça s'appelle la guerre. Moi, j'appelle ça Et pourtant, ils sont qualifiés de terroristes au même titre. Oui, mais ça, c'est les Israéliens qui C'est les ça. qualifient de terroristes. Moi, je les qualifie d'armée. Pour moi, c'est une armée, le Hezbollah. Par contre, le Hamas, ça n'a jamais été qu'une milice et pas l'armée qu'on a essayé de nous montrer comme étant une cible avec des bataillons, des brigades, des ordres de bataille qui n'ont jamais existé. Mais par contre, eux, le Hamas, ne s'est pas attaqué à Tsahal. Donc, ce n'est pas une opération militaire qu'ils ont lancée. Une dernière question, il y a plus de morts civils du côté palestinien ou du côté israélien? Qui sont les vrais terroristes? Mais ça, j'ai déjà répondu, John. Oui, il a Tu m'as déjà pas écouté. répondu, puis ça se situe pas là, John. Je suis désolée. Puis il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a un dernier point sur le sujet, c'est que le Hamas est aussi un parti politique qui a été élu. Démocratiquement. Oui. Bah, alors, passons à la question suivante. Oui, dans Touch, tu peux nous dire, parce que là, il y a plusieurs personnes, quel est l'ordre, en fait, exact, dans Touch? Alors là, c'est le tour de Juliette, MB. Ok, donc Juliette, MB. Juliette, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fadila, bonsoir tout le monde. John a Juliette, déjà abordé des petits points que tu voulais. Comment? Attends, juste, oui. Non, je voulais juste dire à toutes celles et ceux, parce que je vois qu'il y a beaucoup de mains, j'inviterai toutes les personnes qui souhaitent intervenir à être assez concises en fait dans leur intervention. Donc on va intervenir si c'est trop long parce qu'il est 22h16 et nous sommes nombreux et on voudrait pouvoir redonner la parole à un maximum de personnes et on reste centré sur le sujet si vous voulez bien. Je vous remercie. Désolée Juliette, c'est à toi. Oui, alors donc John a abordé des petits points que je voulais aborder. Il n'y a pas de problème. L'attaque du 7 octobre, je souhaitais vous rappeler, Guillaume, que a priori la rave party qui avait lieu à ce moment-là
dans ce lieu devait être terminée. Ils auraient obtenu une dérogation pour la prolonger un peu. Donc on peut supposer que le Hamas n'était pas informé qu'il y aurait tous ces jeunes à cet endroit-là au moment où ils attaquaient. C'est à vérifier, hein, mais c'est une information qui a été donnée par différents médias, voilà, et qui est relativement fiable. Je rappelle aussi qu'une partie des 1400 morts, s'il y en a 1400, l'ont été du fait de l'armée israélienne du Tsahal, et ça a été reconnu par Israël, hein, dégâts collatéraux. Non, c'est pas vrai. Juliette, non, Oui. excuse-moi, mais non. Bon, attends, Ça, tu me alors le là, diras je suis après, désolé, mais Guillaume. Attends, j'ai pas on terminé. va être sur Oui, la justesse de tu me l'information. le diras après, Ça, c'est un Guillaume. récit que je connais bien, mais S'il c'est te plaît, totalement faux. Israël Guillaume. n'a jamais reconnu ça. Donc, Guillaume, tu me le diras après et puis tu mettras une source, Oui, mais s'il te Juliette, plaît. on aimerait Oui, aussi parler du oui, j'aimerais avoir la sujet en question. non, mais question. On va pas refaire Là, tu es le en attends, train 7 de nous octobre. j'en ai inventer une pas pour histoire longtemps, que je connais Fadila. bien. Bah, Oui, mais c'est pas une question de longtemps, c'est une question de sujet. voilà, mais bon, moi, mon sujet, ma question, c'était, tu dis que le bras armé du Hamas qui a fait cette attaque épouvantable, il n'y a pas de problème. C'est une attaque terroriste pratiquement, c'est ce que tu dis. Mais parce qu'ils ont tapé Oui. des civils. Mais est-ce que l'armée israélienne n'a pas tapé des civils presque exclusivement en fait? Alors quelle différence fais-tu, Guillaume? Merci. Alors, je l'ai expliqué, Juliette. La politique actuelle de Benjamin Netanyahou contre Gaza, c'est une politique de terreur. Il fait 95% de victimes civiles qui n'ont aucun rapport avec le Hamas. De toute façon, vu le nombre touché, il aurait déjà détruit 3 ou 4 fois le Hamas si réellement il s'en était pris au Hamas. Et d'ailleurs, quand il nous dit qu'il remet le couvert là ces dernières semaines parce qu'il veut finir de détruire le Hamas, les analystes israéliens disent probablement que le Hamas a recruté à peu près 40 000 personnes, alors que la milice au total n'a jamais été estimée à plus de 30 000 personnes au début du conflit. Donc on voit bien que, en fait, avec cette politique-là, il alimente le recrutement du Hamas. Et bien sûr que l'essentiel des victimes que font ces bombardements, mais je crois que les Israéliens ne s'en cachent même plus, ce sont des victimes civiles. De toute façon, quand on sort des bombes d'une tonne dans un camp de réfugiés dont personne ne peut sortir et qui a un niveau d'occupation que rappelait Julien tout à l'heure, et ben chaque fois que tu tires, tu fais essentiellement des morts civiles. Donc oui, c'est une politique de terreur, mais j'ai pas dit le contraire. Là, moi, je ne fais aucune différence. Donc. Ok. MB, je crois. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Alors, j'aurais deux petites questions. Bon, même si c'est des sujets annexes à votre question principale, j'aurais deux petites questions à M. Ancel. Je voulais tout d'abord à le remercier pour sa présence et à le remercier aussi pour son discours qui peut paraître courageux par les temps qui courent, parce que c'est un discours qui va à l'encontre de ce que l'on entend habituellement lorsqu'il est invité dans certaines émissions. Et alors, moi, j'avais une question. Alors, vraiment, il n'y a aucun sous-entendu derrière. C'est une question naïve, voilà, pour un néophyte. Je voulais savoir si la directive Hannibal, elle existe vraiment au sein de l'armée de Sahel ou si comme vous le dites, c'est une fake news. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est une directive qui existe. Et ma seconde question, c'était sur le devenir de Gaza. Est-ce que vous pensez réellement que la population de Gaza pourra revenir à terme au sein de leur territoire? Voilà, j'étais très bref et concis, c'était mes deux questions. Merci. La directive Hannibal, oui, elle existe. Hein. Elle est reconnue, elle est documentée. C'est une directive qui consiste à empêcher toute action visant à la capture de soldats israéliens. Donc, elle existe. Elle est reconnue directement par Benny Gantz, chef d'état-major d'armée d'Israël. Oui, parce que moi, je l'ai vu dans des articles de presse, notamment du journal Haaretz. Pour ça, je me suis dit qu'on dise que c'est une fake news, ça me semblait un peu gros. Après, je sais pas. Concernant le 7 octobre, j'en sais strictement rien. Et après, ma seconde question, c'était sur le devenir de la population de Gaza. Est-ce qu'ils pensent réellement qu'il y aura un devenir et un retour au sein de ce territoire? Là, moi, je te réponds en tant que Julien Mardas, en tant que personne. Ça va être compliqué de se dire que les estimations donnent entre 150 000 et 1 500 000 personnes victimes sur un territoire qui fait environ 360 km², qui a été rasé pour plus de 70%. Ça semble un petit peu, qui a subi 100 000 bombes, avec des bombes d'une tonne qui ont été utilisées. Le chiffre que j'ai, Guillaume, tu confirmeras, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que ça représente en tout 49 tonnes de bombes qui ont été jetées, presque 5 fois Hiroshima et Nagasaki.
c'est absolument faraminesque. J'ai un peu de mal, si tu veux, MB, à concevoir que le devenir des Gazaouis qui ont été privés qui même aujourd'hui sont privés d'Internet, tu sais, avant de frapper, ils coupent les communications, ils envoient des drones. Typiquement, je sais pas si je reviens sur le sujet, Fadila, parce qu'effectivement, il faut revenir dessus, sinon Ouais, parce que sinon on tourne sur une discussion de comptoir. même quand je c'est parle pas... avec force, vraisemblablement, beaucoup se moquent littéralement pardon, c'est pas pour vous, mais Non, mais on se moque pas de toi. C'est déjà très courageux de faire un space comme ça parce qu'on savait très bien que ça allait finir comme ça. Mais bon, voilà. oui. Donc, Where is my daddy? Where is daddy? C'est un système. Je te réponds en même temps à la question, MB. Where is daddy? C'est un système de reconnaissance faciale qui cible les hommes palestiniens, donc qui permet en fait de reconnaître avec une image si une personne est palestinienne ou pas, avec une photo. Et qui va permettre de la tracer, de la suivre et de voir où est-ce qu'elle habite, qui est sa famille, où est-ce qu'elle travaille. Et je vais te citer une technique qui a été utilisée par Tsahal, donc Tsahal, une technique numérique militaire, où le drone rentre pendant la nuit dans l'habitat de la personne qui est suivie, va déclencher des cris d'enfants dans l'appartement. Les parents vont se lever, le drone va les reconnaître et va les abattre. Puis quand les enfants vont s'en approcher, il va aussi abattre les enfants. Voilà. Quand on a vécu ça, quand on a vécu cette horreur, je pense que parmi nous ici, je vois de Phoenix qui est un lanceur d'alerte sur les sujets israélo-arabes, qui décrit en fait les bruits des drones qui ont littéralement traumatisé des enfants et des familles. Donc, rien qu'avec ces deux, donc un qui relève de l'arme du crime de guerre et du crime contre l'humanité en utilisant des drones tueurs, et l'autre qui relève de guerre psychologique en vivant sous les bruits des drones. Je vois mal comment en fait, avec autant de morts et autant de dégâts, il y a un devenir possible pour les Gazaouis. Mettez-vous à votre place, votre famille a été exterminée, est-ce que vous prendriez les armes ou pas? C'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Merci Julien. Et merci MB, je crois qu'il est parti. Je crois que c'est Issem qui lève la main depuis un bon petit moment. Bonsoir Issem et bienvenue. Bonsoir à tous et merci pour ce space. Je vous lis juste 5 lignes d'un rapport de l'ONU. Donc c'était par rapport à l'IA. L'utilisation par l'armée israélienne du ciblage assisté par l'IA avec une surveillance humaine minimale combinée à de lourdes bombes souligne le mépris d'Israël de son obligation de faire la distinction entre civils et combattants et de prendre des garanties adéquates pour prévenir la mort de civils, a déclaré le comité. Donc moi je voulais savoir, est-ce que c'est légal ça? Parce que ça c'est tout nouveau, c'est les guerres modernes et on voit que ça fait beaucoup de dégâts et beaucoup de civils qui meurent, quoi. Guillaume, tu me permets? Oui, je t'en prie. C'est totalement illégal. C'est en violation avec les articles 37, protocole additionnel 1, article 51, protocole additionnel 1, article 35, protocole additionnel 2 du droit international. Il y a en plus à cela une base de données qui s'appelle Blue Wolf, qui est une base de données de reconnaissance faciale pour surveiller les Palestiniens. Je vais donner un exemple qui a été utilisé non pas sur les Palestiniens, mais sur le Liban, où en fait, là, c'est carrément des frappes quasi aléatoires. Quasi, quand je dis quasi, c'est pour reprendre à peu près ce que disait à très juste titre tout à l'heure Guillaume. On utilise une bombe d'une tonne pour faire une frappe chirurgicale. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité de faire une frappe chirurgicale avec une bombe d'une tonne, en disant qu'on a effondré un bâtiment, mais qu'on a tué 10 personnes qui étaient des membres du Hezbollah. Du coup, l'idée, alors les technologies qui étaient utilisées là, c'était en fait d'orienter tous les satellites sur la zone qui allait être frappée pour aller classifier et repérer les mouvements des véhicules pour qu'ensuite, avec les drones à basse altitude, puissent prendre en photo les plaques numérologiques des véhicules qui se déplacent, interroger Blue Wolf sur la base de visage qu'elle possède pour pouvoir ensuite déterminer avec des algos d'apprentissage qui seraient les terroristes, puis pour au final renvoyer des terroristes entre guillemets, identifier des personnes influentes ou des personnes qui pourraient être attaquées Israël pour ensuite aller relâcher une bombe d'une tonne et réitérer jusqu'à avoir
détruit massivement des zones. Donc, ces armes sont absolument interdites. Je renvoie vers les articles que j'ai cités, plus les articles liés à la liberté de mouvement pour Blue Wolf, donc droit à la vie privée, article 17 PIDCP, liberté de mouvement, article 12, si je ne me trompe pas, et protection contre la discrimination, article 26, dignité des personnes sous occupation, article 27 de la Convention de Genève, je crois. Je propose qu'on ne fasse pas tous les articles du droit international humanitaire, parce que sinon ça va être compliqué. Il faut juste rappeler que, comme tu l'as esquissé, une des problématiques qui apparaît à travers ce conflit, en particulier sur Gaza, c'est que techniquement, les Israéliens n'ont pas les moyens de déclencher autant de frappes. Au moment les plus durs des bombardements, c'est-à-dire les 10 premiers mois, où il y a 300 bombardements par jour, aucune armée de la taille de celle d'Israël ne sait faire ça au-delà d'une semaine. Pourquoi ? Parce que ça nécessite un travail de préparation de frappe, ce qu'on appelle le travail de targeting, qui est absolument considérable. Il aurait fallu une armée de milliers d'analystes derrière, simplement pour aller chercher les cibles suivantes. Parce que quand on dit 300 bombardements, ça veut dire qu'on est réputé avoir détruit 300 cibles. Il faut aller chercher 300 cibles, on calcule très facilement qu'au bout de 10 jours, on est à 3000 cibles, ce qui est un travail absolument gigantesque. Donc les Israéliens, parce qu'ils ont reçu l'ordre de Netanyahou de mener un maximum de frappes par jour, ils ont fait ça pendant 10 mois, puis les 5 derniers mois, ils étaient à 100 frappes par jour, puisqu'ils en faisaient pratiquement autant sur le Liban. Ont accepté de basculer sur des automatismes ou sur de l'intelligence artificielle pour déclencher ces frappes. Et là, ils ont ouvert un gouffre, parce que jusqu'ici, la règle qui s'imposait, c'était que même si un système numérique ou d'intelligence artificielle t'aidait à chercher des cibles, il devait y avoir une validation humaine. Et en général, en double boucle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 personnes différentes pour que, justement, il y ait personne qui soit jugé partie. Or là, les Israéliens sont rentrés dans un système que je vais qualifier d'infernal, qui fait que c'est quasiment des IA qui décident seuls de l'engagement de certaines cibles, avec des critères qui ont été validés par des humains, mais qui en gros disent, et ça je le tiens de source interne à Tsahal, puisque c'est le cabinet de Netanyahou, donc c'est Netanyahou qui a pris cette décision, qu'il n'y a plus de limite dans les dommages collatéraux. Alors que normalement, tu es strictement limité par un pourcentage de dommages collatéraux. On accepte qu'il y ait des dommages justement à côté, mais ça doit être justifié par la valeur ajoutée de la cible. Or là, l'armée israélienne a reçu l'ordre, ou plutôt l'autorisation, de ne plus appliquer de limites en termes de dommages collatéraux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dommages collatéraux deviennent les dommages principaux, qu'en réalité, ça n'a aucune importance le nombre de victimes blessés et morts que tu fais dans un bombardement. Ce qui est important, c'est de bombarder à ce rythme de 300 par jour, qui est absolument gigantesque, surtout si on le ramène à 10 mois. 10 mois à 300 bombardements par jour, c'est absolument colossal. Donc, on voit bien que là, les Israéliens ont franchi une étape, je dirais, dans l'automatisation de la guerre et des bombardements. Et comme en plus c'est rapporté un tout petit territoire sur lequel il y a une très forte densité de population, et ben ça s'appelle un carnage. Par rapport à Pearl Harbor, Guillaume, en termes de densité, c'est parce que c'est vu la surface et vu l'intensification, c'est de l'ordre du jamais vu. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu ça en fait. Non, du jamais vu, sauf, mais la comparaison n'est pas pertinente dans ce cas-là. Sur les bombardements nucléaires, les 2 bombardements nucléaires qui ont eu lieu, qui ont fait un nombre de morts absolument conséquent, ça doit être de l'ordre de 60 000 et l'autre, ça doit être de l'ordre de 80 000, j'ai plus les chiffres exacts en tête pour Hiroshima et Nagasaki, mais là, on utilise une bombe nucléaire pour justement détruire. Non, je parlais de Pearl Harbor. Cité complète. Pearl Harbor, non, ne fait pas autant de dégâts ni autant de morts. C'est une densité de bombardement qui est inconnue sur un aussi petit territoire. Petit territoire. On arrive lors d'une centaine de bombardements, j'ai plus le chiffre en tête, on l'avait calculé, par kilomètre carré. C'est absolument délirant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une once du territoire qui n'a pas été bombardé, qui n'a pas été touché, israélienne. Y compris par les conséquences du bombardement, c'est-à-dire le souffle, la pollution, etc. Oui. Ouais. Alors, dites. On prend les questions suivantes ? Oui, oui, bien sûr. Allô je peux en profiter pour demander une petite précision. Oui.
Bah, en fait, vous y avez déjà apporté un bout de réponse, mais tout ça, c'est du jamais vu, l'utilisation de l'IA à ce stade-là. Même Non, les c'est du jamais Américains. vu. Ah, Non, ok, non, bon, bah, on est c'est du d'accord. jamais vu. C'est vraiment. Alors, d'abord, on ne bénéficiait pas de système d'intelligence artificielle aussi élaboré, mais c'est la première fois qu'on met finalement les outils numériques au service d'un bombardement systématique. C'est ça qui, pour moi, change la donne. C'est-à-dire que là, on permet à l'armée israélienne de bombarder avec une fréquence et une puissance qui n'était pas accessible jusqu'ici pour une armée de petite taille comme l'armée israélienne. Et quelque part, on a multiplié par 4 ou 5 probablement sa capacité de destruction en utilisant ces outils numériques. Guillaume, je vais en profiter justement parce que ça fait partie des questionnements que j'avais et on va passer la parole à une autre personne ensuite. Issem, merci en tout cas d'avoir ouvert ce dossier-là. Justement, est-ce que les armées aujourd'hui, peut-être qu'on va parler plutôt de l'armée française peut-être, s'interrogent aujourd'hui sur le cadre de l'utilisation de l'IA en période de guerre? Est-ce qu'il y a un cadre éthique qui se propage ou pas? Parce que là, je vois qu'on est quand même dans une phase un peu aussi d'expérimentation à forte dose, sauf erreur. Oui, tout à fait. En fait, Julien l'a rappelé tout à l'heure, pour l'instant, la doctrine dans l'armée française, mais dans toutes les armées européennes, c'est d'interdire l'engagement automatique. C'est-à-dire qu'un système ne peut pas tout seul décider qu'il va attaquer une cible. Il doit y avoir une validation humaine. Mais l'expérience à Gaza, comme dans la guerre en Ukraine, montre qu'on est complètement dépassé par les événements, puisque dans les deux cas, on commence à utiliser des systèmes qui ont été programmés pour aller chercher des cibles et si elles les voient, les attaquer toutes seules. Et ça, c'est un changement de cap total parce que ça veut dire que on laisse le système décider, alors soi-disant sur une programmation, mais en fait, il peut très bien se tromper et justement attaquer, je dis n'importe quoi, un vélo avec un gamin dessus parce qu'il estime que en fait c'est un mobile qui va vite et qu'on peut l'assimiler à un homme qui est en train de trimballer un système métallique qui pourrait être une arme. Eh bien, on a un engagement automatique qui n'est plus à la main de l'homme. Et donc, on rentre dans un univers qu'on avait imaginé qu'en science-fiction, où on délègue à des logiciels de décider d'un engagement. Et je pense que l'étape est extrêmement grave et qu'elle devrait nous interroger parce qu'elle a fait sauter toutes les barrières éthiques ou réglementaires qu'on avait essayé de formaliser. Mais si on regarde bien, le droit de la guerre qu'on a patiemment construit depuis pratiquement un siècle, pour dire on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'affamer une population, on n'a pas le droit de jouer sur l'aide humanitaire, on n'a pas le droit de frapper en sachant qu'on va essentiellement faire des victimes civiles. En fait, Netanyahou les a fait exploser avec sa guerre, au même titre que Poutine l'a fait exploser avec sa guerre contre l'Ukraine. On est rentré dans une ère où le droit de la guerre a explosé avec ses dirigeants qui sont, à mon sens, des dictateurs, au sens qu'ils ne respectent plus rien du droit, ils ne respectent plus que la loi du plus fort. Et c'est exactement la direction que prend Donald Trump aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à ma question. Et effectivement, tout à l'heure, Julien avait déjà évoqué ceci, mais je pense que je reviendrai un petit peu dans quelques minutes quand on va clôturer le space, un petit peu justement sur les perspectives. C'est Nabs. Oui, salut, bonsoir. Salut Fadila. Salut, bonsoir. Bienvenue. Désolé, j'ai dû descendre et remonter. Le principal, c'est que ça fonctionne maintenant. Tout à fait. J'ai deux questions. Donc, la première porte sur la compromission des routeurs civils ou des objets connectés pour créer des botnets géants à usage militaire. J'aurais aimé savoir si c'était une stratégie assumée. Aujourd'hui, les routeurs, vous allez retrouver des grands acteurs comme Cisco, où les routeurs, on va dire, aujourd'hui sont encore traditionnellement, on va dire, sur du hardware, bien qu'ils puissent être virtualisés. Donc, c'est ma première question. Et la deuxième, donc, on parle de drones. J'aurais aimé connaître la maturité, la technologie des essaims de drones embarqués avec de l'IA et du edge computing. On voit beaucoup de vidéos
tournait notamment sur des technologies chinoises ou américaines. J'aurais aimé savoir si cette technologie était mature. Julien, je te Merci. laisse répondre. Oui, bien sûr. Alors c'est un sujet que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Parfaitement. C'est un sujet que je connais effectivement. Pour parler c'est toujours quand tu parles de routeurs Cisco, c'est des attaques par supply chain sur les réseaux des télécoms, notamment au Liban par exemple, Alpha et Touch, qui sont 2 opérateurs télécoms libanais, ont été infiltrés via des opérations de supply chain où les équipements qui ont été fournis à l'État avaient ce qu'on appelle des backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées qui permettent une prise de contrôle à distance de l'équipement, la mise sous écoute de personnes, la capture et l'analyse et la surveillance de masse, l'interception d'appels, la localisation, etc. C'est des attaques qui sont assez difficiles à détecter puisque il faut connaître le système, le hardware, son comportement normal et il faut avoir suivi toute la chaîne d'approvisionnement pour être sûr qu'à chaque étape du transit du matériel, il n'a pas été modifié. Ça, c'est très difficile. Oui, quand les Américains disent par exemple que les équipements Huawei sont équipés de backdoor, il faut aussi bien savoir que l'ANSA, à travers son projet Volt 7, a inséré des backdoors sciemment dans la majeure partie des équipements qu'on consomme aujourd'hui, y compris les téléphones portables. Enfin, voilà. Les listes sont connues. Tor Project a documenté ça de manière assez exhaustive. Il y a beaucoup de documentation sur la question. Sur le sujet de la maturité des essaims de drones, alors ça tombe bien parce que je travaille là-dessus, des essaims de drones et des technologies de reconnaissance. Donc là, on est sur un sujet, on est sur des technologies qui s'appellent des technologies de raisonnement d'action, enfin de planning raisonnement action, RAP, raisonnement action plan, reason action plan, où on va en fait donner un ordre. C'est un peu comme en robotique en fait, où tout le monde connaît ici ChatGPT, donc je vais essayer de vulgariser au maximum. ChatGPT vient en fait de la robotique, c'est-à-dire qu'en fait ChatGPT vient d'un modèle qui s'appelait InstructGPT, où on allait donner une instruction en langage naturel et le modèle allait générer une suite d'instructions plus élémentaires pour, par exemple, animer un bras robotisé pour attraper un objet et le déplacer dans une zone. C'est les mêmes technologies qui ont donné naissance au raisonnement et au processus qu'on dit de décision séquentielle, c'est-à-dire donner le prochain mot sachant les précédents, par exemple. Dans les essaims de drones, c'est à peu près la même chose. La technologie est sacrément mature. Et j'aimerais citer notamment, tu vois, Guillaume, il y a un autre cas où c'est arrivé, l'automatisation de l'IA, c'est en Ukraine. C'est avec la, entre guillemets, start-up Helsing, qui crée des drones tueurs qui se sont en plus trompés plusieurs fois, qui ont abattu les mauvaises cibles. Là, l'idée, c'est quoi? En fait, c'est que le drone va procéder à une cartographie de la zone selon son ordre de mission et l'ordre de bataille, et il va repérer des objets, et il va dire soit c'est un objet ami, soit c'est un objet ennemi. Et selon la catégorisation de l'objet, il est programmé pour effectuer certaines tâches. Donc là, on est dans l'action. On a le raisonnement, l'action et le planning, comme je viens de le dire. Et du coup, ces technos-là sont assez matures, puisque la reconnaissance faciale marche très bien aujourd'hui. La catégorisation d'objets aussi, notamment l'armée française dispose aujourd'hui de plusieurs technologies développées avec Thales, technologies de reconnaissance qui sont assez pointues. Et alors la techno essaim de drones, c'est-à-dire là où des drones vont collaborer ensemble pour atteindre un objectif, ça commence à naître. Il y a notamment un fabricant de véhicules blindés français, que je ne citerai pas, puisque là, pour le coup, ça relève du secret défense, qui développe des technologies de communication et d'essaim de drones connectés à des véhicules blindés, qui vont, par exemple, être capables, sur détection d'un feu, d'un départ de feu, de réaliser un contre-feu avec toute la flotte de blindés en moins d'une seconde. Je ne sais pas si vous réalisez la prouesse, mais c'est juste gigantesque. Et du coup, le champ de bataille, et là on est vraiment dans le sujet de ce live, le champ de bataille s'est dirigé vers le brouillage-leurrage. Donc l'enjeu principal dans ces guerres-là, c'est de brouiller et de leurrer les drones adverses pour que, comme typiquement le canon César, se déplace, frappe, et le temps du brouillage, qui est en général de l'ordre de 5 à 10 minutes, déguerpisse avant le contre-feu.
Donc ces technos, oui, elles sont matures et oui, elles sont utilisées sur le champ de bataille aujourd'hui. Pas si Guillaume, tu as peut-être des précisions à ajouter là-dessus. Je complète tes propos, Julien, très, très intéressants. En fait, on est bien dans une course technologique très, très rapide entre la capacité à percer du brouillage et à brouiller à nouveau. Si bien d'ailleurs qu'on voit ressurgir des technologies qu'on croyait anciennes et dépassées, de guider des drones avec de la fibre optique qu'on déroule derrière le drone, parce que dans une fibre optique, c'est assez difficile, c'est pas complètement impossible, mais c'est beaucoup plus difficile à brouiller. Et du coup, on cherche d'autres technologies pour pouvoir tout simplement casser mécaniquement ces fibres optiques. Donc, on voit bien que, en fait, actuellement, c'est surtout en Ukraine, hein, puisque du côté de la bande de Gaza, en fait, le Hamas n'a pas de technologie sophistiquée sur ce type de drone, et donc c'est les Israéliens dominent complètement ce champ de bataille au point que c'est plus vraiment une bataille. C'est encore une fois, c'est un champ de dévastation. En Ukraine, là où c'est beaucoup plus controversé, c'est que les Russes ont énormément développé de solutions de brouillage électronique qui neutralisent les drones ennemis, aussi bien capteurs que de bombardement. Mais en fait, en les neutralisant, ils créent un saut technologique, et c'est rare que au bout de 2 ou 3 semaines, on n'ait pas trouvé la parade qui permette d'aller contre. Donc, c'est une course qui est très, très rapide, qui a complètement dépassé les acteurs industriels européens et américains sur le sujet, tout en voyant qu'elles ne sont pas très fiables, puisque en fait, ils trouvent des solutions, mais qui sont éphémères. Donc, ça ne permet pas de stabiliser une technologie. La seule chose que ça a très bien montré, le développement des drones, c'est que les armées occidentales classiques, je vais parler surtout des Européens, sont très en retard sur les drones. Pourquoi ? Parce que leurs armées sont dirigées par des pilotes. Et les pilotes sont les gens les plus réticents du monde à laisser développer un système qui n'a pas de pilote. Là où les Américains, en 2012, sont passés à une majorité de pilotes de drones par rapport aux pilotes directs des aéronefs, en France, en 2025, on est encore à pratiquement 80% de pilotes par rapport aux flottes non guidées. Mais si je tire encore un petit peu le fil, ce qu'on voit sur les drones aériens, que les Ukrainiens ont développé sur des drones maritimes, on pourrait très bien le voir apparaître sur des drones terrestres, c'est-à-dire sur des systèmes qui, en fait, joueraient tout seuls sans avoir besoin d'une présence humaine sur place. Et ça ouvre des horizons qui sont aussi importants qu'angoissants sur le sujet, puisqu'au fond, il n'y a pas beaucoup de systèmes aujourd'hui sur lesquels la présence humaine serait requise. Mais du coup, on ferait une guerre de quoi ? Une guerre de drones contre les drones, comme dans Star Wars, où c'est des drones qui seraient essentiellement orientés pour aller détruire justement les humains qui seraient derrière leur armée de drones. Donc, le mouvement est assez inquiétant dans son ensemble. Je pense qu'il fait même très peur, ce mouvement, parce qu'en fait, j'ai même peur que ce qui se passe en Israël se passe à plus grande échelle, c'est-à-dire que les drones ne soient pas en train de chercher des cibles militaires, mais justement de prendre des cibles civiles systématiquement pour mettre la pression et pour gagner la guerre en disant bon bah si tu plies pas, moi je tue tous tes civils quoi. On a l'impression que moi ce qui me fait peur, c'est qu'on va vers ça en fait. Merci beaucoup en tout cas pour cette question. On avance un petit peu parce que il nous reste que 10 minutes et j'ai une dernière question et j'ai fait monter une personne qui sollicitait également pour prendre la parole. Merci j'arrive pas à prononcer Nab S. Merci Fadila, merci à vous. Bonsoir Jamaj, bienvenue. Oui, bonsoir, on m'entend ? Oui, parfaitement. Oui, merci de me donner la parole. Merci à M. Guillaume Ancel d'être là. J'apprécie beaucoup vos interventions sur LCI. Et d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, vous êtes très courageux, surtout en ce moment, puisque aujourd'hui on accuse à la moindre parole qui est prononcée contre Netanyahou. Non, en fait, après, bon, c'est important aussi de revenir un peu sur ce que vous aviez dit par rapport au terme. C'est important. Ce qu'on a dit, on parlait du terme de génocide. En fait, le génocide, c'est pas en fonction du nombre de personnes qui ont été tuées. C'est-à-dire, par exemple, sur Srebrenica en Bosnie-Herzégovine, même s'il y a eu que 8000 morts lors du massacre, on parle de génocide. En fait, c'est-à-dire, c'est même une petite communauté
Si elle est massacrée pour ce qu'elle est, on parle de génocide en fait, ça n'a rien à voir avec le nombre de morts, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément qu'il y ait un grand nombre pour qu'on passe. C'est pour ça que la qualification juridique, elle existe, elle est à l'ONU, c'est pour ça que l'ONU, quand l'ONU parle d'actes de génocide, de ce qui se passe à Gaza, ils savent très bien de quoi ils parlent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de tuer les Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens. Sur l'aspect génocide, le génocide, c'est pas qu'un nombre de morts. Non, c'est l'intention qui est derrière. C'est ça qui est très important dans un génocide, c'est est-ce qu'on cherche à détruire un peuple ou est-ce qu'on cherche à détruire autre chose? Typiquement, dans le cas de Gaza, puisque moi j'ai malheureusement assisté au massacre de Srebrenica, qui a été jugé effectivement être un génocide, alors qu'il n'a fait que 8000 morts par rapport aux millions de morts qui ont eu lieu dans le génocide des Tutsis au Rwanda, et bien sûr par rapport au Cambodge, où on pense que tout n'est pas qualifié de génocide, mais où il y a eu 3 millions de morts au total. Typiquement, à Srebrenica, les Serbes décident de tuer tous les hommes d'un certain âge, mais bosniaques. Et donc là, c'est vraiment une volonté de destruction d'un peuple, ou parce que les gens appartiennent à un groupe. Alors que sur la bande de Gaza, c'est pour ça que moi je ne le qualifie pas de génocide, mais de crime de guerre de très grande ampleur. L'armée israélienne n'a pas reçu l'ordre de détruire la population palestinienne. Là, on serait dans le cas du génocide. Elle a reçu l'ordre de dévaster la bande de Gaza, c'est-à-dire de détruire toutes les infrastructures pour rendre la bande totalement invivable. Et c'est en ça que la qualification est importante. Et d'ailleurs, l'ONU n'a pas jugé d'un génocide. Elle a dit qu'il y avait un risque de génocide. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Et Fadila, je vais sur la question suivante. Non, on va clôturer tout doucement, mais dans tous les cas, ce qu'on voit dans les différentes aussi questions qui ont été posées, et même la première question aussi que j'ai posée concernant le mot guerre, c'est que dans ce théâtre d'affrontement, nous avons eu en fait aussi de très grandes difficultés à poser en fait les mots et les mots justes en fait. Et c'est un petit peu ce qui est ressorti d'une certaine façon, parce que finalement il y a eu beaucoup de questions revenant sur le terme de terrorisme, le terme aussi donc évidemment de guerre, le terme également de génocide. Donc ça fait partie en fait aussi quelque part de cette guerre, on va dire cognitive et de narratif également. Bah oui, parce qu'en déplaçant la guerre sur la guerre des mots, finalement, la vraie guerre, elle a lieu quoi en fait. Oui. Oui, peut-être qu'il y a aussi un aspect, j'aime bien le raisonnement de Fadila, c'est que en fait avec cette guerre, en particulier à Gaza, mais au fond on retrouve un peu la même chose en Ukraine, on a l'impression qu'on a complètement dépassé la guerre classique, un affrontement d'armes, de bombardements, de corps humains et de leur armement, et en même temps on l'a conservé, mais dans une guerre qui s'est étoffée d'une manière incroyable et qui maintenant se porte sur tous les registres. La guerre de l'information, on la connaissait. Il y a toujours eu de la propagande dans la guerre, au point qu'on disait que la première victime du guerre, c'était la vérité. Mais par contre, cette guerre numérique, cette guerre hybride, cette capacité à essayer de transformer le narratif, à utiliser de l'intelligence artificielle pour accélérer les bombardements, pour donner le pouvoir de décision à des systèmes numériques, est extrêmement inquiétant. Et en même temps, on voit bien qu'il est devenu inévitable. C'est-à-dire qu'on peut le regretter, mais on ne peut pas l'empêcher. Et donc, ce qu'on voit actuellement à Gaza, pour moi, c'est le début d'une autre ère de la guerre, qui est beaucoup plus large, une guerre avec un S, avec de multiples formes de confrontation qu'on a effectivement, Fadila, du mal, tout simplement, à nommer et à qualifier aujourd'hui. Exactement. Et il y a un autre point, je savais que c'était un sujet difficile en me lançant là-dedans, et Julien l'a rappelé aussi tout à l'heure, d'une part parce que d'abord parce que c'est en cours, secondo parce que dans tous les cas c'est un conflit qui ravive aussi beaucoup d'émotions, et c'est extrêmement difficile de prendre en fait de la hauteur, d'essayer d'apporter aussi de la nuance. Bon voilà, donc il y a des personnes qui ont écouté ce space et qui réécouteront, et j'espère que ça leur apportera au moins de la réflexion sur cette difficulté de poser aussi des noms, mais aussi sur ce visage aussi des affrontements qui est souvent en fait évoqué. On parle de drones, voilà, de temps en temps, mais je pense, alors sauf erreur, Guillaume, toi qui as l'habitude des plateaux télé, je crois qu'on parle assez rarement de cet aspect en fait de la guerre. Je me trompe ou pas? Non, tu as raison, c'est quelque chose de très nouveau, l'introduction de ces drones, et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que des drones aériens.
Voilà, en Ukraine, on a vu un développement incroyable de drones maritimes, c'est-à-dire qui remplacent des bateaux, voire des sous-marins, des mini-sous-marins. Hein. Pour l'instant, c'est des choses de petite taille, mais qui pourraient être beaucoup plus importantes. Et puis, on commence à réfléchir, en Ukraine en tout cas, et du côté de l'armée israélienne aussi, à des drones terrestres. Oui, et même au-delà des drones, parce que là on est dans le matériel, c'est aussi tout ce qui est lié en fait à la cyberguerre, l'utilisation de l'IA. C'est très souvent en fait, discuté de manière très parcimonie, mais pas de manière en fait globale, on va dire, sur cette dimension en fait de guerre hybride, et même de questionner même les narratifs. Bah, ça commence comme ça. Hein. Les guerres, elles commencent comme ça. Elles commencent par, j'ai presque envie de dire 100% des guerres en fait aujourd'hui. Ont commencé par de la manipulation de l'information d'influence, de l'infops, de la psyops, où on va dégrader l'image de la personne qu'on veut attaquer en utilisant tous les moyens pour ensuite. Non, mais il y a un point qui est très intéressant, c'est en fait la réaction de ce qu'Edward Snowden a qualifié le quatrième homme, c'est-à-dire le peuple en gros. C'est en fait une information, on a découvert là que quelle que soit l'information, au bout d'une semaine, l'audience elle est littéralement détruite, et au bout de 2 semaines, les gens passent à autre chose. Donc en fait, il suffit de faire durer un événement 2 semaines pour qu'en quelque sorte, les gens ne reviennent plus dessus. C'est-à-dire que le quatrième homme veuille passer à autre chose. L'attention, elle est au centre de tout. Et les systèmes de recommandation des plateformes sociales, elles font tout pour alimenter en permanence le cerveau des petites personnes connectées, entre guillemets, pour leur donner, les retenir sur leur plateforme, parce que plus ils sont retenus, plus la probabilité qu'ils achètent est grande. Et finalement, ces systèmes-là sont utilisés par les armées électroniques israéliennes pour détourner l'attention. Je me souviens même à un moment que Tsahal payait des influenceurs pour parler d'autre chose, payait même des personnes pour aller inonder les narratives, inonder les fils de discussion. Donc, la guerre numérique, elle est vraiment essentielle. Et malgré tout ça, il y a quand même des mouvements d'opposition à ce que fait Israël qui ont compris aussi comment ça fonctionne, et qui ont également compris comment reviraliser leur contenu, et qui ont aussi compris que grâce à ça, ils allaient pouvoir faire exister le conflit plus longtemps. Et le simple fait de réalimenter ce conflit, de réalimenter cette visibilité, allait permettre en fait de, entre guillemets, hacker le moteur de recommandation de la plateforme et de rendre le contenu visible. Et moi, je pense que l'espoir, il est là, en fait. Il est dans la capacité qu'on aura à forcer les plateformes à être transparentes, c'est-à-dire à publier au moins envers les États, mais aussi envers les citoyens, les valeurs et les chiffres réels de l'audience d'un contenu et de comment la plateforme y réagit. Alors aujourd'hui, on voit des shadow bans, et ça, c'est une arme qui est aussi redoutable sur la partie numérique. Il n'y a pas de régulation des plateformes sur ce point-là. Elles font un peu ce qu'elles veulent, et c'est une autre forme de censure qui est précurseur de la guerre. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Guillaume voulait ajouter quelque chose. Moi, je vais remercier les personnes qui ont assisté et ceux qui ont organisé, toi en particulier, Fadila. Merci. Ouais. Merci, Fadila. Il y a eu de très très bons échanges grâce à vous. Je tiens à vous remercier tous les trois, dans Touch pour m'avoir aidé en fait dans la modération. Merci aussi Guillaume et merci Julien pour votre disponibilité et puis d'avoir accepté en fait aussi cet exercice en live interactif. Et je rappelle que j'ai épinglé le livre de Guillaume Ancel que je vous recommande évidemment. Petite leçon sur la guerre si la guerre vous intéresse, et en plus il y a tout un chapitre, Maître Lolo, on est bien d'accord, parce que moi je ne l'ai pas terminé, j'ai commencé sur l'Ukraine notamment. Oui, absolument. Oui, complètement. Et moi, personnellement, je le conseille à toute personne qui serait angoissée d'un conflit ouvert avec la Russie, enfin, qui serait angoissée à cette idée-là, et qui serait aussi intéressée pour avoir des idées de réflexion sur comment créer une défense commune par la suite. Mais moi, personnellement, je le conseille, il est très bien fait, il est très digeste. Non, je le recommande. Merci beaucoup. Merci.
En attendant, je remercie beaucoup Juliette MB, Tibérus, Phil Comte, John Connor. Je crois qu'il y a SBAC également, et j'ai peut-être oublié. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont écouté. Je vous remercie et à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.